Bonsoir, bonsoir, monsieur Isaïe Ouedraogo, monsieur Théophile Bouddha et monsieur Goli. Ouais. Bonsoir, Monsieur Bado. J'espère que vous allez bien. Et ça va bien, monsieur Ouedraogo et Chevaux. Ouais, ça va également. Et Dieu votre merci. journée dominicale. Ça se passe bien, ça se passe bien. Ouais, grâce à Dieu. Dieu merci. Aussi, est-ce que tout le monde arrive à voir? Déjà, est-ce qu'on m'entend bien? Et aussi, est-ce que tout le monde arrive à voir le support qui est partagé? Typologie et la gestion des déchets. Moi, à mon niveau, ça va, je vois. À Merci, mon c'est niveau aussi, intéressant. ça va. Hmm. D'accord. D'accord, donc il est 20h04 à ma montre. Je pense qu'on peut déjà débuter. Et avant ça, déjà, est-ce qu'il y a des questions déjà que nous tirons vers la fin? Est-ce qu'il y a des questions avant même de parler de rappel, voilà, de rappel de ce qu'on avait vu? Est-ce qu'il y a des questions de façon générale sur la forme ou dans le fond? D'accord, donc si on n'en pas, espérons que ces questions-là puissent venir. Sinon, comme information actuellement, le programme suit son cours. Voilà. On avait eu relativement à l'offre publiée par M. Nikema pour le site de Houndé. Donc, la personne a été contactée aujourd'hui, non, plutôt hier. Donc, il a fait même son départ hier dans la précipitation. Et Dieu merci, M. Élisée Sawadogo est bien arrivé sur le site de Houndé. Donc, il va suivre toute la procédure qu'il faut, l'induction, tout et tout, la visite médicale. Et si c'est apte, je pense qu'il pourra débuter dès le lundi ou le mardi. Donc, ça, c'est la première information. Quant à la seconde information, pour les deux autres opportunités, notamment sur Mana et sur le site de Ozone, les CV ont été transmis, donc on attend et on espère aussi un retour, voilà, très rapide pour que les retenus, voilà, puissent aller suivre la procédure de recrutement. Voilà, donc voici un peu, voilà, les informations déjà concernant le programme. Sinon, comme je l'ai dit, le programme suit son cours. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec la typologie et la gestion des déchets. Ensuite, le prochain cours, je pense que ça va nous rester deux modules, notamment les statistiques en santé et sécurité. Et non, plutôt trois, voilà. Les statistiques en santé et sécurité et les enquêtes et analyses donc, des accidents, chose qui a été faite aujourd'hui. Et on pourra donc terminer maintenant avec la révision générale et les normes ISO. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des questions de façon générale? Bonne arrivée aussi à Monsieur Drabo. Alors, donc, pour ce deuxième module qui nous introduit, voilà, donc, ce qu'on a vu la semaine passée, on a parlé donc des techniques donc, de recherche d'emploi. Voilà, techniques de recherche d'emploi, qu'on soit une main levée, allez-y, allez-y, allez-y. Ok, bonsoir à tous. Excusez, lorsque Oui, vous demandiez les questions, là, ma machine était un peu plantée, donc j'arrivais pas à bien manipuler. Bon, j'avais OK. quelques questions. Et Allez-y. déjà, dans le cours précédent, vous avez eu à parler des différents documents pour documents professionnels. Là, on a parlé des demandes. Et j'ai vu qu'il y avait aussi des demandes de stage de pré-emploi. Donc, par rapport à Oui. ça, j'avais peut-être une question d'éclaircissement, savoir est-ce que il y a une différence fondamentale entre une demande de stage de pré-emploi et une demande de stage et, je vais dire, comment, conventionnel, simplement comme on a l'habitude de faire. C'est quoi la différence particulière? Peut-être
à part l'objet, est-ce qu'il y a dans le fond là quelque chose qui change? Maintenant, l'autre question, c'est de savoir si après un entretien comme ça, est-ce que c'est conseillé d'écrire à la société, bon, ou bien sûr à ceux-là qui ont eu à faire l'entretien, mener l'entretien, pour les remercier pour l'opportunité. Voilà, est-ce que c'est conseillé vraiment de faire un retour avant que eux ne t'appellent? Voilà. Maintenant, Bon, l'autre question, c'est concernant... Allô? allez-y, allez-y. Allez-y. OK. L'autre question, c'est concernant la grille salariale. Bon, Oui. d'après mes quelques recherches que j'ai eu à faire, je vois que souvent c'est différent en fonction des structures. Voilà, toutes les structures n'ont pas, bon, en tout cas, peut-être j'ai pas bien poussé, mais je vois que souvent il y a des structures où, où le même diplôme, c'est mieux payé que dans d'autres structures. Donc, bon, par rapport à ce constat-là, est-ce que c'est pas mieux de, tu dirais, contourner la question là? Ou bien maintenant, est-ce que si tu donnes réellement une fourchette, ils vont prendre ça en compte pour lorsqu'ils vont vouloir te donner le contrat avec le salaire là-dessus. Bon, je pense que c'est tout. Oui, c'est ça. Merci. Voilà, merci, monsieur Sanou. Donc, la première question déjà, parler donc des écrits professionnels, voilà, notamment les écrits qui nous introduisent voilà, dans la procédure donc, de recrutement. Et donc, dans ces écrits-là, on avait parlé ou plutôt vu la demande, voilà, la demande de stage et la demande de prêt. Bon. Déjà, vous allez remarquer que toute procédure de demande, toute procédure de recrutement, on demande toujours des emplois. C'est en même temps, je ne dirais pas protecteur, mais c'est en même temps administratif. Pourquoi administratif? Ça permet déjà de montrer aux yeux même de la société, du monde que on va l'appeler, comment est-ce qu'on va l'appeler, chômeur, ou bien le désirant, voilà, celui qui recherche même l'emploi, souhaite, à travers une demande écrite, manifester son intérêt au vu donc d'un potentiel recrutement par rapport à un poste. Et donc, si c'est pour un stage, on va vous demander de faire une demande de stage avec des dossiers contenus à l'intérieur de la demande pour pouvoir déposer dans la dite structure. Il peut y avoir aussi une opportunité, par exemple, soit où on vous dit, par exemple, on peut vous employer, mais il faut commencer déjà par un stage. Il y a des recrutements qui peuvent se faire sur cette base-là. Dans ce cas de figure, on pourra vous demander simplement, votre demande de stage-là, ça peut de la formuler à travers donc, une demande donc, de stage ou réemploi. Il peut y avoir plusieurs catégories, même il y a des types de recrutement où, par exemple, on va demander simplement au travailleur, on vous recrute, mais déjà avant d'être intégré comme employé à temps plein, voici la procédure que vous devrez pouvoir suivre. Donc, le contenu peut différer, mais elles n'ont pas les mêmes objectifs. La demande de stage, c'est la manifestation par écrit d'un candidat par rapport à une quête donc de stage. Mais si c'est dans le cas d'un pré-emploi, dans un contexte, ça peut peut-être vouloir dire que simplement suite au stage, il peut y avoir, parce qu'on va prendre le stage déjà pour voir votre comportement, voir si les critères déjà permettent donc de vous intégrer ou encore de vous fournir. Donc, souvent, dans des cas de figure, ça peut s'apparenter comme ça. Déjà, après aussi un entretien, est-ce que c'est important donc d'appeler? Déjà, vous allez voir pour toute la plupart des procédures euh, dans de recrutement, ou une entreprise vraiment qui respecte voilà, tout ce qu'il faut, vous allez voir, on va vous définir toutes les périodes. C'est-à-dire, voici la phase, l'échéance par rapport déjà au dépôt des dossiers. Les, les potentiels retenus seront appelés dans telle période à telle période pour l'entretien. Et suite à l'entretien, la prise de poste aussi se fera là. Dans d'autres cas, d'autres aussi ne le publient pas. Mais toujours est-il que quand vous-même vous finissez un entretien et que vous observez par exemple sur un mois, 2 mois, 3 mois, vous savez qu'ils ont déjà clôturé cette offre. Est-ce que c'est important de relancer? Oui, ça peut être important. On le fait souvent avec des mails de relance. Normalement, le bon sens aurait souhaité que
tout candidat qui postule, c'est très important de lui faire un retour. Même de lui notifier dans le retour que les dossiers n'ont pas été retenus au vu de. Mais avec aujourd'hui comment je vais dire ça, le plus grand nombre donc de personnes déjà qui vont candidater. Donc, souvent, c'est un peu difficile, même avec des mails automatiques. Donc, c'est ce qui fait que souvent, certains mails restent sans réponse. Ils peuvent peut-être l'avoir reçu, mais la suite peut-être se fera dans le silence. Mais ce n'est pas mauvais de toujours faire un mail de relance par rapport à un emploi. Voilà, ce qu'on doit pouvoir retenir, c'est que moi, en tout cas, la manière que je vois les choses, dans le monde de recherche d'emploi, rien n'est direct. Chacun a sa chance, mais il faut faire ça aussi de façon, comment je vais dire ça, en s'alignant avec les règles, en tout cas de façon générale. Sinon, chacun a sa chance. Le mail de relance peut être un élément déclencheur qui montre aussi, parce qu'on peut recruter, on peut lancer un programme de recrutement qui va échouer. On va voir que celui qu'on voulait recruter, voici les aptitudes qu'on voulait avoir. Au final, après le recrutement, on a retenu quelqu'un parce que toutes les étapes de sélection ont éliminé peut-être même des candidats qui étaient aptes. Mais peut-être il a mal écrit le titre de son CV, on l'a éliminé. Ensuite, dans le fond, certains aussi viendront à l'entretien. Ils sont bons techniquement, mais peut-être par leur attitude de prise de parole, on les a éliminés de façon injuste. Et donc, ça fait que celui qu'on va retenir à la fin, oui, il va commencer le poste. 2 mois, soit il peut avoir un problème de santé, ou encore même il peut décéder, ou encore même il peut venir dire que bon, lui, il va désister au poste. En ce moment, quand vous envoyez un mail de relance, ça manifeste déjà votre intérêt. Parce que dans tout processus de recrutement, il y a les personnes retenues pour l'entretien et les deux autres qui restent, au moins, les CV vont rester jusqu'à ce que le classement va rester jusqu'à ce qu'au moins une bonne période. Pour que celui qui désiste, on appelle d'autres. Mais toujours est-il qu'il faut mettre toutes les chances de son côté. Les mails de relance sont souvent très, très importants. Alors, donc, pour la dernière question par rapport à la grille salariale, je n'ai pas trop bien entendu la question, mais je ne sais pas trop. Selon ce que j'ai entendu, voilà. Est-ce que c'est toujours bon de proposer un salaire? Si on vous pose une question déjà, me concernant, c'est très important déjà. Raison pour laquelle, dans les séances passées, on a toujours parlé de l'importance déjà de faire ses recherches, de préparer son entretien. Si on demande dans la lettre de motivation de proposer une grille salariale dans la lettre de motivation, parce que il faut toujours faire des recherches. Il faut toujours faire des recherches, appeler des aînés qui sont passés dans le domaine, soit passés par l'inspection, ou faire des recherches pour voir réellement. On veut recruter un superviseur QHSE avec un niveau de licence. Quels sont les salaires qui s'alignent? Les gens vont proposer, généralement, si c'est dans un monde minier, voici, ça peut tourner de. Là, déjà, vous savez comment vous préparer. Mais si on vous pose une question et que déjà, vous-même, vous titubez déjà, il y a des indicateurs aussi qui montrent que vous ne connaissez pas ce que vous valez. Votre propre valeur, vous ne savez pas ça. On dit l'homme se vend au prix qu'on l'achète, hein. Voilà, donc c'est très important de savoir ce que vous valez. Je suis un superviseur QHSE. Voici ce que je peux apporter au vu de mes compétences, au vu de mes expériences. Voici les tâches que vous me proposez. Donc, suite déjà à ces tâches-là, je pense que un salaire qui va s'aligner dans cette dans cette grille-là me permettra aussi de m'épanouir parce que le but de tout travail, c'est l'épanouissement, à la fois professionnel, mais l'épanouissement donc dans tout son sens. Ce n'est pas mauvais de toujours proposer un salaire. Parce que si vous ne proposez pas un salaire et que on vous propose un salaire, parce que les RH veulent toujours travailler aussi à pouvoir faire gagner l'entreprise. Si le salaire de base était 500 000 francs pour le poste, vous êtes hésitant, on sent que, voilà, pour certains qui sont bons, par exemple, ils pourront vous proposer le salaire. D'autres, par exemple, ils peuvent le réduire. Voilà, donc tout dépend. Chaque processus de recrutement a son contenu. Donc, c'est toujours à vous donc de pouvoir. Et en même temps, à titre d'exemple, la cohorte passée, chez nous, il y avait un prestataire qui avait pris un marché. Donc, je les ai imposés de recruter un HSE. Et donc, comme ils voulaient le HSE, j'ai proposé un de la cohorte passée, voilà, Sabo Brahima. Et lorsqu'il est allé pour l'entretien, avant l'entretien, il m'avait appelé, tout et tout. Mais lorsqu'il était allé, on lui a proposé déjà, il veut prendre quoi comme salaire. Mais quelqu'un déjà, c'est normal aussi, quelqu'un
qui faisait les petites activités à côté. Donc, pour lui, qu'est-ce qu'il a proposé? Il a tourné autour de 125 000 à 150 000 francs. Et ils ont validé, OK. Mais heureusement, lorsqu'ils ont fait la visite du site, le responsable, le coordonnateur HSE de la structure, c'est quelqu'un que je connais bien. Après la visite du site, il lui a dit en même temps, bon, je sais que tu es nouveau, donc je comprends, mais je vais voir les RH, on va te proposer 230 000. Et c'est resté 230 000. Sinon, il a proposé 125. D'autres, ça aurait été d'autres personnes. On va s'aligner sur ce que tu as proposé. Donc, c'est très important par rapport déjà à vous-même, votre propre personne, de savoir ce que vous valez, ce que vous pouvez apporter. Souvent, en entretien, ce sont ces indicateurs-là qui permettent de voir la qualité du profil, de conscient déjà de ses atouts. Et les gens, vous allez discuter avec eux, ils disent son prix, c'est son prix. Voilà. Et quand on voit que la personne vraiment est sûre de ce qu'il fait, de ce qu'il veut, vraiment, ce sont des attitudes qui peuvent balancer sur un côté politique. Donc, voici un peu, M. Sam. Ok, merci beaucoup, vraiment merci beaucoup. Autre question avant qu'on ne débute? D'accord, donc s'il n'y a pas de questions, on va dire bonne arrivée à Madame Soulama, Monsieur Maïga et Monsieur Noé. Oui, merci beaucoup. Bonsoir à tous. Bonsoir, Monsieur Barro. Ouais, merci. Bonsoir, M. Bado. Bonsoir, chers participants. Bonsoir, Monsieur Bado. Bonsoir à tous. Bonne séance à nous. Merci. Alors déjà, on intègre maintenant Bonsoir, avec Monsieur Bado. Bonsoir à tous. ça, Monsieur Mamadi. Donc, on va poursuivre avec le deuxième module, terminer avec l'environnement. Voilà, donc on avait introduit avec le management de l'environnement la dernière fois. Comme on sait que déjà dans le QHSE, il y a le E, et le E fait allusion à quoi? À l'environnement. L'environnement, donc, dans toute sa composante, toutes les composantes déjà de l'environnement, l'eau, le sol, l'air, la faune, la flore, et l'homme, y compris l'homme lui-même, et les différentes interactions que ces éléments ont entre eux. C'est ce qui va former donc ce système-là. Et donc, comme l'État toujours étant garant de l'environnement, il met des garde-fous à travers donc, le Code de l'environnement et plusieurs types donc, de décrets et lois pour pouvoir protéger toutes les composantes donc, de l'environnement. Et donc, c'est dans ce même sens-là déjà qu'à travers le premier module, on a fini donc par voir que de la même manière qu'on a des principes en santé, sécurité, en qualité, en environnement aussi, on en a 4 principes. Et pour poursuivre aussi avec les différents référentiels qu'on a connus dans le monde donc, de l'environnement et terminer donc avec l'évaluation environnementale qui obligeait tout porteur donc de projet à pouvoir donc intégrer tout ce qui est comme évaluation, condition de son activité qui peut avoir un potentiel impact donc sur l'environnement. Et donc, pourquoi la typologie et la gestion des déchets aujourd'hui? Parce que ça fait partie donc de l'activité, c'est le cœur même de l'activité aussi donc dans une entreprise. Et donc, au fur et à mesure déjà qu'on va avancer, on va comprendre déjà pourquoi on a intégré ce module, qu'est-ce qu'on voit déjà dans le déchet, partant même de sa définition. Quel est le cadre réglementaire qui accompagne donc la gestion des déchets donc, en entreprise? Et donc, avant de poursuivre, on va toujours commencer avec ce qu'on fait d'habitude. On s'entend toujours sur la définition. Parce que lorsqu'on se comprend sur la définition, là, déjà tout le monde déjà arrive donc à se comprendre. Alors, c'est quoi un déchet, d'après vous? Un déchet, qu'est-ce que c'est un déchet? Un déchet, qu'est-ce que c'est? Volontaire, déchet. Un déchet, qu'est-ce que c'est? Un déchet? Oui, monsieur Mamadi, allez-y. Bonsoir, Monsieur Bado. Bonsoir à tous les participants.
Quand quand on dit un déchet, c'est toute sorte d'objets rejetés par, par les propriétaires qui peut être réutilisé par quelqu'un d'autre. Merci, Monsieur Mamadi. Donc, un déchet déjà, c'est quelque chose qui est rejeté par le propriétaire de base, mais qui peut être utilisé aussi à d'autres fins. Et donc, on commence à comprendre que la gestion des déchets, quelque chose que tout le monde rejette, commence à devenir donc une préoccupation pour l'État. Et donc, qu'est-ce que l'État va faire? Elle va déjà imposer déjà à chaque producteur de déchets d'être responsable. Par quelle manière? La suite donc nous dira. Et pour ce faire, déjà, on arrive à comprendre qu'elle va imposer la responsabilité déjà à tout producteur avec un certain nombre de contenus partant même déjà de la source même des déchets. Et pour cela, elle met l'accent beaucoup plus sur les activités professionnelles. Parce que on sait que déjà l'échelle individuelle, familiale, il y a la collectivité déjà qui est en charge dans ses attributions est de gérer donc tout ce qui est comme déchets qui relève donc de sa circonscription. Par contre, en entreprise, l'entreprise avec l'environnement de départ qu'on a vu, donc si elle produit des activités, plutôt ces activités produisent des déchets, il faut qu'elle s'assure que ces déchets-là déjà soient éliminés dans le respect donc de l'environnement. Et pour ce faire, toutes les différentes mesures seront orientées donc sur trois axes. La réduction déjà à la source, qui répond encore au même principe donc, de la prévention à la santé et sécurité pour dire si on veut résoudre un problème, mieux aller le résoudre donc à la source. Ensuite, comme M. Mamadi l'a dit, ce que on ne pourra pas peut-être détruire, on essaiera de voir déjà comment on peut certainement les récupérer, les valoriser. C'est-à-dire ce que nous on peut jeter, si ça peut servir à d'autres fins pour une autre personne, ça rentre dans cette chaîne donc, de réduction donc, des déchets à la fin. Et enfin, ça sera de bien traiter les déchets qu'on ne peut pas valoriser là, de manière saine et sûre pour l'environnement. Alors donc l'objectif, ça sera donc de prévenir ou réduire la production et la nocivité des déchets, valoriser les déchets par toute action visant à obtenir donc à partir donc des déchets. Comment on harmonise? Quelle est notre responsabilité par rapport déjà aux obligations réglementaires relevant déjà en tant que producteur donc de déchets? Comment on va organiser le transport et comment on va limiter même les distances et en termes de volume? Et pour terminer donc avec le dernier principe de l'environnement, ou encore le troisième principe de l'environnement qui parle donc d'information et de participation donc, au public. Comment on va assurer donc cette information dans notre cadre professionnel. Alors donc, avant de poursuivre, c'est très important de s'entendre sur les définitions. Et donc, un déchet, c'est ce que M. Mamadi a dit, c'est tout résidu de matière ou de substance abandonnée ou destiné à l'abandon, c'est-à-dire tout résidu ou matière qu'on souhaite jeter, qui ne nous sert plus, qui n'est plus utile à nos yeux, qu'il soit un solide, qu'il soit liquide ou même encore gazeux, issu d'un processus de fabrication, de transformation ou d'utilisation d'une matière ou d'un produit. Et cette définition donc relève donc de la définition qu'on trouve dans le Code de l'environnement burkinabé. Donc un déchet, ça sera tout résidu abandonné ou destiné à l'abandon, qu'il soit solide, liquide donc, ou gazeux. Nous, on va appeler déchet ultime ces déchets qui, à un moment donné, ne peut plus être valorisé de façon rentable, ni sur le plan matériel, ni encore sur le plan énergétique. C'est-à-dire, dans un tas de déchets, si chez moi, par exemple, les bidons de la fille, je ne les réutilise plus, ça représente un déchet pour moi. Et donc, je peux encore donner à quelqu'un qui pourra encore les valoriser. Et la substance finale qui va rester de ce déchet-là, qu'on ne peut plus pouvoir valoriser, va représenter ce qu'on appelle donc les déchets ultimes. Et donc, pour ce faire déjà,
comment on arrive à gérer les déchets. C'est ce qui nous intéresse le plus. Comment, en tant que HSE, si on arrive sur un site industriel, si on arrive sur nos lieux de travail ou même à la maison, comment on peut mettre en place une procédure donc, de gestion donc, des déchets. Comment on peut porter l'information à notre collègue et comment on peut les inviter déjà à pouvoir intégrer ce nouveau changement-là donc, dans les habitudes. Et surtout, comment tirer profit donc, de ce qu'on considérait au départ comme déchets qui ne nous servaient pas. C'est l'intérêt donc de ce module. Et donc, la gestion des déchets donc, se fait par des étapes qui vont nécessiter forcément le tri, la collecte, la valorisation, l'élimination, le stockage ou l'enfouissement et surtout quoi, la traçabilité. Et donc, avant déjà de pouvoir mettre en place un système de gestion, c'est très important de pouvoir catégoriser les déchets. Parce que nous, on ne conçoit pas les déchets comme, de façon générale, comme tout le monde le conçoit. Mais en entreprise, pour mieux assurer une gestion efficace, il faut qu'on organise de quoi les déchets en fonction donc, de leur nature, de leur origine et surtout de leur dangerosité. Et pour ce faire, on a des catégories de déchets. La nature, c'est un déchet solide, liquide ou gazeux. L'origine, d'où il vient, est-ce que ces déchets solides-là, liquides ou gazeux-là, proviennent des déchets donc ménagers ou assimilés, ordures ménagers qu'on retrouve à la maison? Parce que même sur le lieu de travail, même dans un milieu industriel, on retrouve les déchets aussi ménagers aussi là-bas. Parce qu'on mange, parce qu'on boit de l'eau. Et ces mêmes déchets-là nous suivent jusqu'à entreprise. Ensuite, on peut aussi avoir des déchets d'activités de soins médicaux. Si on est dans un autre monde, par exemple, où on est à l'hôpital, on fera face donc à ce type de déchets-là. Mais dans un autre environnement tel que les mines, etc., les cimenteries, les industries, vous allez avoir aussi une infirmerie. Donc, vous pouvez avoir une cantine, vous pouvez avoir une infirmerie, vous pouvez avoir d'autres papiers. Donc, il est très important de pouvoir donc catégoriser vos déchets partant de leur nature, origine et de leur dangerosité. Et enfin, leur dangerosité. Qu'est-ce qu'on va mettre dans leur dangerosité? Est-ce que le déchet, il est inerte? Est-ce que le déchet, il est banal? Ou est-ce que le déchet, il est comment? Dangereux. Donc, voici déjà le schéma que tout le monde utilise pour pouvoir catégoriser donc le déchet en entreprise. Nature, solide, liquide, gazeux, parce qu'on sait que par la définition de base, un déchet, c'est tout résidu ou matière, qu'il soit par sa nature solide, liquide ou gazeux, destiné à l'abandon ou abandonné, issu d'un processus, etc., etc. Et donc, nous, on va suivre cette catégorisation-là des déchets pour mieux accentuer donc une procédure ou un système donc, de gestion efficace afin de tirer profit des déchets. Nature solide, liquide, gazeux, origine ménager, soins médicaux ou déchets industriels et enfin dangerosité, déchets inertes, déchets banals, déchets dangereux. Qu'est-ce qu'un déchet inerte? Un déchet inerte, exemple de déchet inerte, ou sinon un déchet banal. Qu'est-ce que cela représente? Ou sinon un exemple. Il faudrait qu'on arrive à comprendre ces thèmes-là pour mieux apprécier donc leur dangerosité. Un déchet inerte. Alors, donc, on va revenir déjà avec chaque catégorie, avec sa définition, pour qu'on arrive donc à pouvoir comprendre. Nous, on va considérer comme déchets ménagers ou assimilés tout déchet issu des ménages, c'est-à-dire la maison, les déchets qu'on arrive à retrouver à la maison, notamment la cuisine, le bidon, etc., etc. Ainsi que les déchets similaires provenant des activités industrielles,
parce que même le ménage se retrouve à la maison, comme je l'avais dit précédemment. Alors, déchets dangereux spéciaux, c'est déchets qui, un, en raison de leur composition ou de leurs propriétés physico-chimiques ou biologiques, présentent un danger, un, pour la santé humaine ou pour l'environnement. Donc, notamment, on peut avoir, par exemple, des résidus de certains produits chimiques. On peut aussi avoir donc des produits qui sont très corrosifs. En entreprise, les huiles de vidange seront représentées donc, comme aussi certains déchets qui ont cette capacité aussi donc d'infiltrer la nappe phréatique. Donc, il y a tous ces éléments-là déjà qu'on essaie donc de mettre. Puis, on a des eaux qu'on utilise donc pour certains procédés chimiques ou encore pour pouvoir nettoyer, qui rentrent en tout cas dans la chaîne de fabrication d'un produit, que ce soit en agroalimentaire. L'eau qui va rester va représenter aussi donc des déchets dangereux liquides parce qu'ils vont contenir certains métaux lourds. Et donc, déchets d'activité de soins naturellement, c'est tout déchet issu donc des activités de diagnostic, de suivi ou de traitement préventif ou curatif qu'on retrouve généralement dans la médecine, dans l'infirmerie, chez les vétérinaires, etc., etc. On va considérer comme déchets inertes tout déchet, quelle que soit bien sûr son origine, qui ne subissent aucune modification physique, chimique ou biologique lors de leur mise en décharge et qui ne sont pas contaminés par des substances dangereuses ou d'autres éléments générateurs de nuisances susceptibles donc de nuire à la santé ou à l'environnement. Donc, exemple maintenant de déchets inertes. Les déchets banals, déchets qui ne sont pas produits par les ménages et qui ne sont ni dangereux ni inertes, ils peuvent se décomposer, brûler, fermenter ou encore rouiller. Maintenant qu'on connaît les définitions, exemple de déchets inertes et exemple de déchets banals. Oui, allez-y. Bon, je vais essayer pour les déchets inertes là. Bon, je vois peut-être les bétons ou voilà, les bétons. Maintenant, pour les déchets banals, les cartons, papier, tout de ce genre. Donc, pour M. Sanou, exemple de déchets inertes, le béton. Donc, le béton, déjà, il ne subit aucune modification. Vous prenez un béton, vous le mettez déjà dans un environnement, il ne peut ni être modifié, on ne peut ni modifier sa propriété de base, il ne peut pas être aussi contaminé. Donc, lui peut représenter donc des déchets inertes. Et donc, on va voir que souvent en entreprise, que ce soit dans le BTP ou pas, on arrive à retrouver ce type de déchets-là. Et comment on doit pouvoir aussi donc les gérer. Les déchets banals, c'est tout déchet donc, qui peut se décomposer, notamment les feuilles des arbres, notamment le papier, etc., etc., etc. Donc, comment on peut aussi arriver donc à les catégoriser. Et donc, la gestion donc, va se faire donc, de manière hiérarchisée en trois règles où la première règle va consister déjà à faire quoi? À prévenir ou à défaut réduire. Parce que le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Ici, comment on arrive à concevoir cette première règle-là? Prévenir ou à défaut réduire, le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas. Quel exemple peut illustrer déjà cette règle-là? Quelqu'un a un exemple à proposer? Comment prévenir ou réduire un déchet? Ou encore, quand on dit le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Qu'est-ce que ça sous-entend? Est-ce qu'on a des exemples? Plus on arrive à participer, plus on arrive aussi à étendre la compréhension pour tout le monde. Comment on arrive à concevoir cette première règle? Quelqu'un pour prendre un exemple? Il faut qu'on essaie. Plus on va essayer, ça va permettre donc de comprendre. Sinon, pour moi, bon,
On va avancer. Et puis après, c'est pas bon. On essaie une main levée. Monsieur Mamadi, allez-y. Alors, quant pour réduire un déchet, pour ne pas le produire, c'est avoir un bon tri de ces déchets, pour ne pas mélanger avec les autres déchets. Avoir un bon tri, OK? Pour ne pas le mélanger avec d'autres déchets. D'accord? Merci, monsieur Mamadi. Comment d'autres arrivent à comprendre cette première règle-là? Prévenir ou à défaut réduire? Oui, une main levée, allez-y. Bon, pour prévenir bon, je vois par exemple l'utilisation des sacs. Lorsque, par exemple, Oui, nos mamans partent au marché, au lieu d'utiliser des sachets qu'ils vont encore c'est ça. jeter, c'est mieux d'utiliser des sacs réutilisables ou même des C'est bidons ça. d'eau. Au lieu d'utiliser des sachets d'eau, simplement boire et jeter le sachet, utiliser peut-être des bidons d'eau, ce qui va C'est éviter en ça. fait de produire des déchets en fait. Hmm. C'est ça. Merci, monsieur Sano. Donc, c'est l'exemple palpable. Voilà. Et donc, cette première règle marche parce qu'en entreprise, on va aller déjà sur ce que tout le monde sait. Parce que quand on parle de gestion des déchets en entreprise, ça touche la culture des gens, ça touche le comportement des gens. Et ce qui est le plus difficile, c'est le changement donc, du comportement des gens. Raison pour laquelle en entreprise, on met l'accent sur l'activité professionnelle. Parce que quelqu'un qui a grandi, qui a 30 ans, c'est pas en entreprise, on va l'éduquer. Mais quand même professionnellement, même s'il a un vide professionnel, on peut toujours le former pour qu'il soit au haut niveau professionnellement. Et donc, c'est très, très difficile. On va aller avec des méthodes directes. Et donc, la meilleure façon de prévenir, c'est de réduire la source. Et si quand on nous dit le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas, ça ne signifie pas que, voilà, par exemple, on ne veut pas préparer à la maison si on ne veut pas avoir de déchets. Mais les mamans le font beaucoup avec les filles, souvent, où les filles ne veulent pas laver l'assiette. Donc, elles vont dire, donc, c'est que vous n'allez pas manger. Si vous ne voulez pas laver l'assiette, vous ne salissez pas. Si vous ne salissez pas, donc, il n'y a plus d'assiette. C'est la meilleure façon aussi de pouvoir réduire la source, même si c'est un exemple pourri. Sinon, là, avec l'exemple de M. Sanou, on va au marché. Vous allez voir, on va acheter de l'huile, ils vont le mettre dans un sachet. On va acheter autre chose. Tout ce qu'on achète, on met dans un sachet. Et donc, on arrive à la maison, on a beaucoup de sachets à la maison où la maman même cherche un panier spécial pour pouvoir garder ces sachets. Et après, tellement que ça devient trop, elle est obligée donc d'aller les jeter. Et donc, comment on va les réduire? Au lieu que ça soit un sachet dans un autre sachet, dans un autre sachet, on va utiliser simplement un seul sachet ou encore prendre des kits réutilisables, comme M. Sanou l'a dit. Ça permet donc de réduire même à la source. Pour d'autres entreprises agroalimentaires, on l'avait implémenté avec une entreprise. Donc, vous allez voir que eux, par exemple, l'agroalimentaire, à cause de l'ISO 22000, qui est la sécurité donc, des denrées alimentaires, vous allez voir qu'ils mettent l'accent sur cette sécurité-là, notamment donc, dans l'envoi de leurs matières premières. Et s'il y a certaines matières premières qui sont importées de la Côte d'Ivoire, de l'Europe, vous allez voir, tellement que ce sont des produits qui sont sensibles, on va le mettre dans un emballage, on va emballer aussi par un plastique, réemballer par un deuxième plastique, troisième, quatrième, cinquième, jusqu'à ce que ça puisse, il ne faudrait pas que le transport même puisse endommager même le produit. Et donc, quand ils finissent, par exemple, de détailler toutes les matières premières qui viennent d'arriver, ils ont un tas de déchets. Et donc, comment on le fait? C'est simplement d'appeler les fournisseurs pour dire désormais, on souhaite au moins que on les mette dans un carton ou encore dans un autre emballage qui est beaucoup plus à la fois résistant, mais qui est à la fois peut-être dégradable. Donc, quand ça vient, ça permet donc de laisser déjà tous les plastiques là chez le fournisseur. Donc, on n'aura plus encore à repenser comment pouvoir éliminer ces déchets-là. La deuxième règle, c'est valoriser. On a vu le déchet dans toute sa composante comme déjà tout résidu qui est destiné à l'abandon. Et le déchet ultime, c'est les déchets qu'on ne peut pas valoriser. Et donc, dans tout le tas de déchets qu'on va produire à la fin, on va essayer de voir quels sont ceux-là qu'on peut valoriser, partant même de leur catégorisation donc de départ, nature, source donc, et dangerosité. Et à la fin, on va éliminer par des méthodes et moyens. Le Code de l'environnement nous dit simplement qu'il faudrait que le principe de l'élimination donc, des déchets à l'échelle donc d'impact soit moins impactant sur l'environnement que le premier principe. Vous prenez par exemple un premier déchet.
Si vous le jetez dans l'environnement, il a un impact parce que même vous prenez les poubelles, par exemple, plutôt que ce soit les poubelles, les papiers, les sachets, quand vous jetez, quand vous arrivez aujourd'hui soit vers Silmandé, dans la ville de Ouagadougou, ça dégrade même le paysage. Donc, vous allez voir, d'autres vont parler de pollution visuelle. Quand tout le monde passe vraiment les arbres là, ou quand vous partez au champ, au village, vous allez voir les arbres, il y a beaucoup de sachets dessus. Donc, ça dégrade même le paysage. Ça dénature même la faune, la flore, parce que certains animaux vont venir les consommer, etc., etc. Donc, ça pollue l'environnement. Ensuite, si vous allez dire, OK, au lieu de le faire, la meilleure façon vraiment de pouvoir éliminer mes déchets, je suis un citoyen responsable, je vais les brûler. Mais quand vous allez les brûler, vous allez émettre le CO2. Donc, de tout l'un dans l'autre, vous êtes en train de polluer l'environnement. Et donc, le Code de l'environnement nous dit, il faudrait que le principe d'élimination qu'on va utiliser là soit à l'échelle même d'impact, soit moindre par rapport à ce qu'on propose. Et donc, tout le monde doit pouvoir suivre pour que l'élimination même se fasse par des méthodes et des moyens sûrs. Alors donc, le principe de gestion va s'apparenter donc sur ce chemin-là qu'on vient de voir. Comment on arrive à comprendre? Parce que si on a compris ça, on saura pourquoi c'est très important déjà de mettre en place un système donc, de gestion des déchets qui est en lien donc avec le respect de la réglementation. Qui peut nous expliquer ce qu'il voit sur ce slide-là? On a réglementation, on a tarif d'élimination et on a ce qu'on voit. Si on a compris ça, toute la suite est finie. Et je profite aussi pour dire de faire des captures. Faites des captures de ce slide-là. Le prochain slide aussi, on fera des captures. Certains pourront faire, il y a un exercice et ensuite on reviendra corriger. Donc, faites des captures. En même temps, volontaire pour expliquer ce qu'il comprend de cette affiche-là. Oui, allez-y. Bon, pour ma part, ce que je comprends dans ce slide, euh, c'est-à-dire que dans la réglementation générale, les déchets dangereux doivent être dans des poubelles rouges. Les déchets Oui, banals, on les élimine dans des poubelles à couleur jaune et les déchets inertes dans des poubelles couleur vert. ouais. C'est ce que je comprends. Mm. Merci, monsieur Isaïe. C'est quand même bien essayé. Autre volontaire. On a la réglementation, tarif d'élimination des déchets. Qui peut nous expliquer ce qu'il a compris? Oui, allez-y, monsieur Sanou. Bon, déjà, comme monsieur l'a dit, on voit la réglementation, on voit une flèche aussi qui monte de moins à plus. Et aussi le tarif, on voit une flèche qui passe de moins à plus. Bon, ce que je comprends, c'est que je dirais que la réglementation est beaucoup plus pointue en allant des objets inertes vers les objets plus dangereux, les objets dangereux. Ça veut dire les objets dangereux, la réglementation est encore plus stricte pour ceux-là. Et aussi au niveau de tarifs d'élimination, bon, là-bas, je comprends un peu le traitement. Peut-être pour traiter les déchets inertes, bon, ça sera moins cher que les déchets banals et ça sera moins coûteux que les déchets dangereux. Bon, merci. Merci, monsieur Sanou. Merci, monsieur Sanou. C'est bien essayé. Et donc, c'est ça.
Parce que le Code de l'environnement nous dit tout producteur de déchets est responsable de ce déchet-là, du transport jusqu'à l'élimination. C'est comme si même chez nous à la maison, vous allez voir que souvent on appelle des personnes qui viennent récupérer nos déchets pour aller les jeter. Donc, plus le déchet il est dangereux et plus l'État est regardant parce que l'État est le garant de l'environnement. Elle protège l'environnement avec toute sa définition de base qu'on a vue. Si vous-même, vous avez un voisin, par exemple, qui fait des activités, qu'ils soient illicites ou pas, mais qui, par exemple, entraîne, par exemple, des nuisances en matière donc d'odeur. Vous allez vous gêner, vous allez venir dire, appeler la brigade Laval pour dire qu'ils font l'élevage à côté. Voilà, la plainte donc des animaux là font qu'on n'arrive pas à respirer, etc., etc. Parce que vous partagez le même environnement, il n'est pas propriétaire de l'environnement. Et l'État va diligenter. Et donc, c'est dans ce même principe-là que s'inscrit donc cette représentation-là. Et donc, à l'échelle industrielle entreprise, chaque entreprise doit gérer ses déchets parce que la réglementation donc l'engage. Et donc, vous allez voir, par exemple, pour des industries ou autres, ils produisent beaucoup de déchets. Et ces déchets-là, comment ils doivent pouvoir les gérer? Ils peuvent pas, certains ne peuvent pas les éliminer eux-mêmes. Donc, ils doivent appeler des structures pour pouvoir les éliminer. Et la structure que vous allez appeler pour vous éliminer là, ils vont prendre de l'argent. Et donc, au milieu, on arrive à voir les catégories de déchets. On a dit que nos déchets, il faut les catégoriser en fonction donc, de leur nature, nature liquide, solide, gazeux, origine, déchets, ordures ménagers, soins médicaux, activités industrielles, et enfin, par les dangerosités, déchets dangereux, inertes, balables. On a vu que le déchet, il est inerte, c'est tout déchet qui ne peut subir aucune modification. Il est banal lorsque, donc, il peut faire quoi? Il peut se décomposer. Et donc, plus le déchet, il est moins nuisible, et plus il coûte moins cher, et plus aussi, donc, l'État aussi est moins regardant. Donc, si vous prenez un papier, par exemple, vous le jetez dans la rue, l'État est moins regardant là-dessus. Par contre, vous prenez par exemple des résidus de cyanure, vous jetez dans la rue, l'État sera très, très sévère par rapport à ça. Si vous avez vous-même votre propre restaurant, le ministère de la Santé publique veut venir faire un contrôle, vous avez entre les papiers qui sont jetés partout, et puis vous avez par exemple d'autres produits qui sont très, très dangereux, qui se retrouvent par terre, les eaux de poubelle, les eaux sont versées de part et d'autre. S'ils voient ce qui est plus dangereux, c'est en fonction de ça qu'ils ils vont, euh, ils vont agir. Donc, c'est un peu ce que ça explique. Donc, ici, on voit la réglementation d'un signe négatif à un signe positif, tarif d'élimination aussi d'un signe négatif. Donc, plus le déchet est dangereux et plus la réglementation est très sévère, très regardante, et plus celui qui va venir éliminer aussi va demander beaucoup d'argent parce que ça va nécessiter aussi beaucoup, beaucoup donc de conditions pour que lui puisse l'éliminer dans des conditions qui respectent l'environnement. Donc, j'espère qu'on a déjà fait capture de ce slide-là. Si ce n'est pas encore fait, merci de le faire. On va avancer parce que c'est l'essentiel même du cours qui est là. Si c'est bon, un signe de la main pour que je puisse avancer. La compréhension aussi, si c'est bon. Sinon, posez votre inquiétude pour qu'on puisse revenir là-dessus. OK, merci. Et donc, voici cet exercice-là qu'on sera amené à faire. Donc, faites aussi des captures. Chacun va essayer donc de le faire au brouillon en attendant qu'on finisse et chacun va proposer ce qu'il entend. Parce que si on a compris ça, on a tout compris. Les déchets produits par un laboratoire, vous êtes responsable à chercher dans une entreprise de labo, par exemple. Vous avez produit des déchets. Voici les déchets dans le tableau là, par quantité. Emballage souillé et vide des produits chimiques dangereux, fût emballage réutilisable, déchets alimentaires, résidus des produits chimiques dangereux. Voici les quantités. Vous devrez appeler une entreprise pour venir éliminer. De la même manière qu'à la maison aussi, on appelle les gens pour venir prendre nos déchets. Hein. Donc, en entreprise, c'est comme ça, c'est pareil. Et donc, quand ils vont venir, avec ce schéma qu'on vient de voir ici, plus le déchet est dangereux, plus le tarif d'élimination est élevé. C'est comme ça que ça se fait en entreprise aussi. Donc, quand lui va venir, il va regarder vos déchets dangereux. Bon, ce déchet-là, ça, on doit l'incinérer. Donc, moi, je vais acheter la tonne à 20 000 francs. Voilà, vous allez me payer la tonne à 20 000 francs.
Enfouissement, ordures ménagères, vous voyez les ordures ménagères qui sont moins dangereux, le tarif d'élimination est moins cher. L'enfouissement, c'est lui qui décide s'il va les enfouir, par quel mécanisme en tout cas. On va revenir là-dessus. Et l'enfouissement aussi de certains déchets dangereux qu'on peut enfouir, d'autres qu'on peut incinérer, par exemple. Voici les différents coûts qui sont là. Et donc, pour le besoin de l'exercice, on vous demande de calculer le coût d'élimination de ces déchets produits si il y a la condition d'existentialité qui est là. Les déchets sont regroupés en vrac dans un bac avant leur élimination. Et quel enseignement tirez-vous de cet exemple? En tout cas, pour ceux qui l'auront compris, c'est tout ce qu'on demande en entreprise. Et toute industrie travaille donc avec ce schéma donc de gestion. Si on l'a compris, on a tout compris. Et même pour pouvoir mettre en place un système de gestion de déchets, on pourra donc passer par cet exemple-là pour amener les gens à comprendre pourquoi c'est important donc de gérer nos déchets. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, vous allez calculer le coût d'élimination de tous ces déchets-là. On dit s'ils sont regroupés en vrac. Je rappelle qu'il y a un piège dans l'exercice. Si on vous dit de tirer un exemple, ça signifie donc que vous devrez faire des études cas par cas. Si les déchets sont en vrac, comment ça se conçoit? Et d'un autre côté aussi, comment ça devrait se concevoir et tirer le bon enseignement. Ensuite, vous venez proposer aux gens, voici comment vous faisiez avant. Si c'est comme cela, mais voici ce que je vais proposer, voici les bénéfices aussi qu'on peut gagner. Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, merci de faire des captures pour qu'on avance rapidement. Parce qu'il y a un deuxième module aussi qu'on a à voir les nuisances. Les captures, c'est bon, on peut avancer. Merci de signaler pour qu'on avance. Est-ce qu'on peut avancer? OK, si c'est bon. Et d'accord, donc voici un peu ce qu'on demande en entreprise. Si l'entreprise n'a pas les propres moyens, n'a pas des ressources pour pouvoir éliminer ces déchets, elle doit trouver une entreprise qui peut le faire. Mais nous, en tant qu'HSE, ce que le ministère va nous demander, c'est le suivi, c'est la traçabilité qu'on va garder. Parce que l'État nous dit qu'on est responsable en tant que producteur, tout de nos déchets. Donc, s'il arrive qu'on trouve des résidus de nos déchets, par exemple, vous faites l'agroalimentaire, ou vous avez, par exemple, pour votre emballage, tout le monde connaît déjà votre emballage. Si on retrouve, par exemple, des emballages de vos déchets dans un endroit, par exemple, on peut vous poursuivre. Et donc, l'État vous dit, si vous polluez l'environnement, vous êtes amené par le principe du pollueur-payeur à restaurer l'environnement avec tous les dommages qui vont avec. Et donc, si vous appelez une entreprise, vous devrez vous rassurer que cette entreprise a l'agrément donc de l'État. L'État, certaines entreprises investissent dans des moyens pour dire qu'eux, ils peuvent gérer les déchets. Donc, ils vont au ministère, on leur donne l'agrément. Donc, nous, en tant qu'HSE, on doit se rassurer que ceux-là, ils ont l'agrément. Et donc, quand ils vont venir, ils vont faire l'enlèvement de nos déchets en fonction des différentes catégories, que ce soit un déchet liquide, dangereux ou pas, déchet solide, qu'il soit dangereux ou pas. C'est en fonction de ça qu'ils vont dire, voici combien vous devrez me payer par rapport à ce type de déchet, là, par kilogramme, etc., etc. Ensuite, eux, ils iront aussi dans leur chaîne de traitement ou encore, il y a des structures étatiques aussi qui sont là, ils vont eux aussi vont aller repayer ces entreprises-là pour pouvoir éliminer ces déchets. Donc, d'autres peuvent être des transporteurs qui vont envoyer à d'autres centres homologués par l'État pour la destruction. D'autres entreprises aussi ont investi dans les équipements qui arrivent vraiment à détruire les déchets. Donc, voici comment ça se fait. Donc, nous, en tant que QHSE, on va toujours faire le suivi, garder la traçabilité pour que si l'État arrive, on puisse dire déjà, voici le registre de sortie de nos déchets, voici les différents déchets qu'on produit, voici comment on les élimine. Voici le certificat donc, de destruction donc, de déchets. On garde toujours la traçabilité. Alors, voici ce que la réglementation dit. Elle dit tout producteur, importateur, distributeur ou transporteur est responsable de ces déchets jusqu'à l'élimination complète. Donc, voici l'article qui engage toute entreprise. Donc, si vous, par exemple, par l'histoire de connaissance, où M. Sanou, il est responsable QHSE, il trouve son corps qui lui dit, moi j'ai un camion Ben
faut me donner le marché du transport de votre déchet. Oui, il ne vérifie pas qu'il ait l'agrément et que lui, par exemple, il vient faire l'enlèvement de ses déchets, il va jeter dans la ville ou encore quelque part. Si on arrive à retrouver quelques résidus et les traces montrent que c'est chez vous, on peut vous poursuivre et vous allez réparer cet environnement-là jusqu'à trouver l'environnement initial avec donc tout ce qui va avec, que ce soit des sanctions, des amendes financières ou pas. Et ce sont des très grosses amendes que l'État inflige aux entreprises. Donc, toute personne acteur d'une pollution est tenue responsable des dommages causés aux tiers par son fait. Les frais de la restauration des lieux pollués sont à sa charge. Donc, voici l'article donc, qui met en évidence donc, ce contenu. Je sais qu'un temps en Côte d'Ivoire, on avait une entreprise minière qui faisait le transport donc, de ces bouts de vidange qui contenaient des résidus de cyanure. Et donc, ce camion a eu un accident. Et quand le camion a eu l'accident, après, ils ont pu quand même transporter le reste, tout et tout, mais des heures après, il a commencé à pleuvoir. Et donc, l'eau de ruissellement a emporté déjà tous ces résidus-là pour tomber dans un barrage. Ensuite, ça a pollué l'eau là. Le lendemain, les villageois se sont réveillés. Toutes les ressources halieutiques étaient en train de flotter sur le barrage. Deuxièmement, les animaux qui sont venus s'abreuver sont morts. Les mamans qui sont venues utiliser ces eaux-là pour aller faire leur culture aussi, franchement, les différentes plantes vont ingérer ces métaux lourds-là. Et voici comment une pollution engagée par une seule personne peut polluer déjà la vie donc, de tout le monde. Raison pour laquelle l'État, qui est le premier garant, met l'accent déjà sur la réglementation, sur la dangerosité donc, des déchets. Aujourd'hui, on va s'estimer heureux en Ouagadougou. On va se dire aujourd'hui, tous les traitements donc, des mines semi-mécanisées, c'est à l'intérieur, donc ça n'arrive pas. Mais c'est les mêmes ingrédients que les terres que les mamans vont aller utiliser pour pouvoir produire à côté des mines semi-mécanisées. La terre va ingérer ces métaux lourds-là à travers la nappe phréatique et autres. Elles vont venir mettre les plantes, etc. Ces mêmes plantes-là, les tomates vont revenir à Ouagadougou, qui vont contenir donc des métaux lourds parce que le sol est pollué. La nappe phréatique, si elle est polluée, c'est tout un environnement aussi donc, qui subit. Donc, raison pour laquelle l'État met beaucoup de balises sur ça. Deuxième chose, l'État encore dit, à travers son article 49, limitation des nuisances. On a vu qu'une nuisance, c'est tout ce qui est comme gêne engendré par l'homme qui peut affecter donc l'environnement. Tout producteur doit éliminer ou faire éliminer ses déchets de façon à éviter tout risque de nuisance sur l'environnement. Et donc, on parle de nuisance, ça peut être une nuisance sonore, ça peut être olfactif, ça peut être visuel. Quand vous jetez vos déchets, les gens vont passer ici, là, c'est sale. Voilà, c'est une pollution visuelle aussi. L'odeur aussi, ça va gêner les gens. Ensuite, obligation des collectivités des communes, c'est-à-dire des circonscriptions mairie, chaque collectivité est décentralisée et à défaut, chaque circonscription administrative est chargée d'organiser sur le territoire relevant de sa compétence la collecte et l'élimination des déchets urbains. C'est la raison pour laquelle vous allez voir que ils essaient donc de décentraliser quelques décharges dans la ville de Ouagadougou, même si dans le contenu, c'est difficile. C'est ce même principe aussi qui est fait partout d'ailleurs, que ce soit en Côte d'Ivoire, partout. Donc, chaque circonscription doit gérer donc sa commune, la collecte, le transport, pour que déjà, à travers des personnes, ils viennent ramasser, ils vont aller jeter dans les dépotoirs et eux, ils viendront récupérer les déchets qui sont dans les dépotoirs pour les envoyer au centre donc d'enfouissement technique, qui se trouve donc à Ouagadougou aussi. Et enfin, on nous dit encore que l'importation des déchets dangereux est strictement interdite par l'article 49 donc, du Code de l'environnement. Ici, c'est au Burkina, mais partout d'ailleurs, l'importation même des déchets dangereux est strictement interdite. Aux dernières activités récentes qu'on avait vues, c'était en Côte d'Ivoire, avec donc l'importation du déchet donc, qui a été déchets toxiques voilà, dans la lagune qui a entraîné donc beaucoup de dommages sur l'environnement, que ce soit sur les personnes, etc., etc. Donc, si les déchets doivent être exportés, une réglementation spécifique internationale doit aussi être respectée. L'activité 2, vous pouvez aussi faire des captures. Pour ceux qui sont en entreprise, ils peuvent décider donc de mener cette activité-là. Et voici aussi comment on peut procéder donc pour pouvoir gérer donc les déchets. Donc, activité d'apprentissage, réaliser une cartographie type des déchets que produit déjà votre entreprise, partant de leur source. Parce qu'on a vu que les déchets sont catégorisés.
palais nature, source et origine, ensuite dangerosité. Et donc, vous allez voir par source les déchets donc, du bureau, déchets ici à un laboratoire, les types papier, carton, plastique. Par les volumes, il faut connaître déjà votre volume. Il faudrait que quand on vient, on dit votre entreprise, de façon mensuelle ou annuelle, vous produisez combien de tonnes de déchets? De cette tonne de déchets-là, quelles sont les différentes catégories? Voici que la quantité par rapport aux déchets liquides, solides et peut-être gazeux. Par rapport encore, on produit par exemple 10 tonnes de déchets dangereux, 5 tonnes de déchets moins dangereux et peut-être 2 tonnes de déchets. Voici les quantités de déchets qu'on arrive à valoriser et voici la quantité de déchets ultimement qui reste. Ensuite, vous allez faire une revue des tests réglementaires applicables donc au site de travail. Si vous êtes dans la médecine, vous allez voir que dans la médecine, il y a des tests qui s'appliquent donc à ce domaine qui est beaucoup plus sensible. Dans l'agroalimentaire, pareil. Dans les mines, pareil. Dans les cimenteries, pareil. Et vous allez analyser la conformité réglementaire. Qu'est-ce que la loi dit par rapport à mon entreprise et quelles sont nos pratiques actuelles qu'on fait? Est-ce qu'on est conforme à ce que les réglementations qui s'appliquent à nous là? Est-ce que nous sommes conformes? Sinon, si nous ne sommes pas conformes, qu'est-ce que nous devons faire pour être conformes, pour éviter les sanctions, qu'elles soient financières ou pas, vis-à-vis donc de l'État? Donc, vous pouvez aussi faire donc des captures par rapport donc à cet exercice. Mais le plus important déjà pour ce qui nous concerne, c'est ça. Il faudrait qu'à la fin de ce module-là, chacun puisse se prononcer rapidement pour qu'on arrive donc à comprendre le plus important. Questions, je rappelle que s'il y a des questions, vous ouvrez votre micro et posez votre question. Et donc, pour pouvoir poursuivre, il faut qu'on comprenne déjà par certaines terminologies. Donc, certains vont parler donc de la règle des 3 R pour pouvoir gérer les déchets. Le réemploi, la réutilisation donc, et le recyclage. Réemploi, qu'est-ce que c'est? C'est l'opération par laquelle un produit est donné ou vendu par son propriétaire initial à un tiers qui, a priori, lui donnera une seconde vie. Le produit garde son statut de produit et ne devient en aucun moment donc un déchet. Exemple de réemploi, par exemple. Qui peut proposer un exemple de réemploi? Exemple de réemploi, de déchets réemployés. On a nos pneus de véhicule, par exemple. Les pneus de véhicule, ça ne va plus nous servir, mais d'autres vont l'utiliser aujourd'hui donc pour l'esthétique. Ils vont l'utiliser pour reconfectionner donc, des meubles pour pouvoir embellir donc, nos différentes maisons. Donc, c'est un exemple de réemploi. Donc, en entreprise, quand on arrive à catégoriser nos déchets, on peut les donner vie, par exemple, les vendants. Donc, au lieu d'appeler une entreprise, par exemple, pour qu'on les paye, mais nous, on va pouvoir tirer profit donc, de ces déchets-là. La réutilisation en coopération par laquelle des substances, matières ou produits qui sont devenus des déchets sont utilisés à nouveau. Aujourd'hui, vous allez voir les bidons de la vie qu'on utilise, d'autres vont les réutiliser encore à d'autres fins. Donc, ça rentre dans un autre cycle de réduction donc, des déchets. Et enfin, le recyclage. Aujourd'hui, beaucoup confondent ces thèmes-là. On parle de recyclage, non. Quand on parle de recyclage, c'est tout procédé de traitement des déchets, de réintroduction dans une chaîne de valeur. Il avait sa propriété de base, donc on a mis encore des procédés là-dessus pour pouvoir le réintroduire encore donc, dans un autre cycle d'utilisation. Par contre, soit on va les réemployer à d'autres fins ou on va les réutiliser. Mais quand on parle de recyclage, c'est qu'il y a eu forcément donc, des traitements qui ont été faits. On va avoir donc des déchets ultimes qui vont rester, les déchets ménagers, qu'on va recycler par exemple pour pouvoir produire le compost. Ça, c'est un exemple de recyclage. Alors, on poursuit toujours avec l'étape de la gestion des déchets. Pour pouvoir gérer des déchets, il faut des étapes, il faut suivre des étapes, et lesquelles le tri, le conditionnement, la collecte, le stockage, le traitement et le suivi des déchets confiés. Aujourd'hui, qu'on soit par exemple dans une clinique, c'est très important de mettre en place un système de gestion des déchets. Qu'on soit à l'hôpital, pareil. Qu'on soit dans une mine, pareil. Déjà, elle est obligatoire. Qu'on soit dans une grande entreprise, par exemple, où la capacité d'accueil est élevée, il est très important de mettre en place un système donc, de gestion des déchets. Et ça passe donc par ces étapes-là. Et on va terminer par le suivi donc, des déchets qu'on va confier à un tiers parce que l'entreprise n'a pas peut-être toutes les ressources pour pouvoir éliminer les déchets. Alors, vous allez voir que si des grandes entreprises ont de très grandes capacités d'accueil, chaque jour, on ne va pas appeler les gens pour venir prendre les déchets.
Donc, il faut qu'on ait un stockage sur le site. Ensuite, on va voir dans quelle mesure l'entreprise maintenant, de façon fréquente ou pas, chaque mois, chaque semaine, viendra faire des enlèvements progressifs. Sinon, chaque jour, on ne peut pas l'enlever. Même chez nous, même à la maison, ce n'est pas chaque jour que les gens viennent vider les déchets. On le stocke. Et souvent, vous allez passer, par exemple, si c'est mal stocké, il pleut, ça va commencer à sentir. Vous allez appeler là-dedans, pardon, si tu peux venir enlever mes déchets, il y a des odeurs là-dessus. Et donc, nous, on va mettre en place un système qu'on va appeler peut-être une déchetterie pour pouvoir gérer les déchets donc, par catégorie. Et donc, ça, par exemple, c'est un exemple chez nous de notre déchetterie où ça, c'est le stockage sur le site, le temps que les structures dédiées viennent faire des enlèvements progressifs. Où vous allez voir dans un premier compartiment, on va stocker uniquement le fer, dans un deuxième compartiment, uniquement le papier, dans le troisième compartiment, par exemple, ça sera les déchets ménagers. Et l'arrière, par exemple, on va garder les palettes. Et plus on arrive à les catégoriser, vous allez voir que si eux tous étaient mélangés ensemble, quand l'entreprise qui vient, lui, s'en fout. Tout est mélangé. S'il y a des déchets dangereux, moins dangereux, tout est mélangé. Lui, il va les considérer comme déchets dangereux parce que ce n'est pas lui qui va les traiter. Mais quand c'est séparé, par exemple, nous, au lieu on allait le payer, par exemple, il va dire, bon, vous produisez 10 tonnes de déchets, tout est mélangé. Moi, je les considère comme des déchets dangereux. Donc, le coût de l'élimination va se faire en fonction même de la somme prévue pour les déchets dangereux. Mais quand c'est séparé, nous, on va dire les palettes, tu ne vas pas enlever les palettes, nous-mêmes, on va revendre encore. Ça va nous faire rentrer de l'argent. Les papiers, on va les revendre. On va les revendre. Les pneus, on va les revendre. Donc, au lieu qu'on allait payer quelqu'un pour ce type de déchets-là, déjà, le déchet de base, bon, excusez-moi pour le terme, quand on va essayer de déshabiller le déchet de base, ça va rester le déchet ultime, le déchet qu'on ne peut plus valoriser. C'est ça, maintenant, lui, il va enlever. Et donc, la quantité de départ diminue. En ce moment, l'ultime devient à très faible quantité et c'est certains déchets dangereux donc, qui vont rester. Donc, voici un peu l'importance d'un système donc, de gestion efficace des déchets. Alors, le tri va consister c'est l'étape donc le plus important. La meilleure façon donc de réussir, c'est de pouvoir mettre en place un système de tri qui va consister donc à séparer sur la base de leurs propriétés. On a vu les catégories. Donc, c'est un projet qu'on lance parce que, comme je l'ai dit au départ, ce n'est pas facile de changer les habitudes en entreprise. Donc, si vous venez les dire, voici, c'est pour ça que l'exercice, il est très important. Pour ceux qui vont comprendre, c'est très important. Vous pourrez même l'implémenter en entreprise. Donc, vous allez venir dire, il faut qu'on mette en place un système donc, de gestion parce que d'habitude, tout le monde mélange donc, les déchets. Il faut leur montrer pourquoi on veut changer l'habitude. Qu'est-ce que l'entreprise gagne dedans? Et donc, les tri, vous allez les étiqueter. Désormais, les déchets solides sont ici, les liquides sont ici, les gazeux sont ici. Dans les solides, on va les répartir. Ménager les restes de nourriture, etc., on va les mettre ici. Les papiers, on les met ici. Les plastiques bidons verts, on les met ici. Vous allez les éduquer à pouvoir maintenant jeter les déchets en fonction donc, des différentes catégories, système de tri efficace que vous allez mettre en place. Ensuite, la collecte du lieu de production au lieu de stockage. Les bureaux sont éloignés, donc tout le monde ne va pas sortir pour aller déposer donc à votre déchetterie. Non, à proximité du bureau, vous allez mettre des petits bacs à ordures. Ils sont aussi étiquetés. Ils seront étiquetés, vous allez les dire, ici quand ils viennent, ils jettent le bac. Si on doit jeter les verres, ils vont jeter les verres. Mais ce n'est pas toujours facile. Et donc, vous allez mettre en place un système pour éviter aussi que cette petite collecte-là au bureau, etc., ne puisse pas aussi constituer donc une nuisance pour les travailleurs. Il ne faudrait pas qu'ils soient au bureau et puis encore les déchets sentent. Parce que l'environnement, on est responsable. Donc, nous, on va trouver, par exemple, des dames ou encore des travailleurs, on va responsabiliser des gens qui vont prendre les déchets une fois que c'est rempli. Par exemple, chaque soir, quand les gens descendent du service, eux, ils viennent vider les poubelles pour les envoyer maintenant à la déchetterie, dans notre lieu de stockage, en respectant toujours le même principe. Et donc, pour ces personnes, on va les former aussi sur les différents risques, comment aussi doivent donc se protéger. Et le conditionnement, c'est l'endroit où on va les stocker en attendant maintenant que la personne vienne récupérer. On va aussi les catégoriser. On va voir dans quel délai pour éviter aussi que ça entraîne quoi, une nuisance. Ensuite, le stockage sur le site va se faire en fonction du volume, durée maximale et l'entreposage donc prolongé qu'on va éviter. Voilà, donc on va signer soit un contrat avec un prestataire pour le faire, etc., etc.
Alors, la décharge, donc, sur le site, on va faire beaucoup d'attention. Voilà. Beaucoup d'entreprises n'ont pas cette capacité-là de pouvoir éliminer donc, les déchets. Donc, la décharge va se faire soit à travers une déchetterie, mais on va respecter toujours donc, le système. Et donc, pour ce faire, généralement, vous allez voir qu'une fois que donc, elle est déjà faite, soit quand l'entreprise maintenant vient, on trouve le prestataire pour venir faire l'enlèvement des déchets. Lui, qu'est-ce qu'il fait? S'il n'a pas la capacité de pouvoir l'éliminer, parce qu'il a l'agrément, par exemple, pour le transport, mais pas pour l'élimination, l'État elle-même, dans chaque pays, a créé donc des centres, qu'on appelle des centres d'enfouissement technique. Au Burkina, ce centre-là se situe, j'ai oublié le quartier, c'est Petit Ouagaou, tout Toulouégo, un truc comme ça, c'est vers là-bas, voilà, derrière Tampouy. C'est ce centre-là qui reçoit tous les déchets de la ville de Ouagadougou. C'est ce centre-là aussi qui les catégorise. Les déchets ménagers, il essaie de voir comment il peut les récupérer pour faire le compost. Les mamans même le font. Un très bon compost. Ou dernièrement, mener des actions de sensibilisation pour inciter les gens qui veulent acheter le compost de venir payer le compost. Je pense que le gros sac même fait 20 000 francs. Ensuite, les autres déchets, ils essaient de voir comment ils essaient de les traiter donc pour qu'ils respectent donc l'environnement. Et donc, Dieu merci, au Burkina Faso, quand même, on intègre les trois types donc, de centres d'enfouissement technique. L'enfouissement technique de classe 1, de classe 2, de classe 3. Même si aujourd'hui, la capacité d'accueil vraiment est très, parce que la population aussi, elle est grandissante, c'est des choses qui est normales. Donc, les classes 1, elle est destinée à accueillir les déchets dangereux, déversement dans des cendres et procéder à l'analyse donc des déchets à déverser. Les classes 2, les ordures ménagers par exemple, et les classes 3 qui reçoivent les déchets inertes, les terres, les gravats. Donc, ils ont un système pour pouvoir gérer donc, ces déchets-là en fonction donc, des différents centres. Vous allez voir les centres de gravats où ils déposent par exemple les gravats. Vous allez voir, ils trouvent des procédés respectueux de l'environnement. Par exemple, pour les déchets dangereux, ils vont incinérer d'autres. Ils vont voir comment ils vont enfouir certains déchets. L'enfouissement consiste donc à creuser un trou, les mettre. Mais ils vont s'assurer que ces trous-là, par exemple, soient protégés, par exemple, par des nappes, voilà, anti-perméables, pour éviter qu'elles puissent perforer la nappe phréatique. Et donc, il y a des techniques aussi pour pouvoir enfouir les déchets. On peut confiner le même déchet, par exemple. On va faire des marques de terre avec un béton. Il y a des systèmes de calcul qu'on fait pour pouvoir confiner le déchet, c'est-à-dire si le déchet est dangereux, il est bloqué dans la terre, il ne peut plus bouger, donc il n'a plus cette possibilité-là de se disperser. Et ceux qui ont cette possibilité de se disperser, eux, on va faire qu'on va les incinérer. Incinérer, c'est brûler un déchet avec un incinérateur, une machine, mais dont les cendres peut-être vont rester ou encore, quand la procédure est normale, on ne va plus rejeter le CO2 dans l'air, mais elle va filtrer parce qu'elle est composée donc de capteurs qui filtrent le CO2 là et rejettent maintenant l'oxygène dans l'air. Donc ça, ce sont des centres qui sont agréés. Donc souvent, vous allez traiter avec donc des personnes, des transporteurs. Maintenant, eux ici, ils vont aller négocier avec les centres d'enfouissement technique de l'État. Donc, eux, ils vont payer, vous allez les payer pour le transport, mais eux, dans leur business de transport, eux aussi, le centre d'enfouissement leur propose déchets dangereux. Moi, par exemple, vous me payez, par exemple, 15 000 francs. Eux, ils vont vous dire 20 000 francs pour chacun dans sa chaîne de, essaie donc d'avoir son argent. Donc, voici un peu comment ça se passe. Le reste, je pense que ça sera un peu donc la lecture. Donc, voici un peu l'incinération, même si ça ne relève pas de nous. Il peut arriver que sur notre site, par exemple, l'entreprise veut payer un incinérateur coûte cher. Il y a des incinérateurs qui vont à 500 millions et même plus. Donc, je pense que ce n'est même pas toutes les mines même qui ont des incinérateurs. Et d'autres confondent incinérateur brûleur. Le brûleur, beaucoup d'entreprises ils vont souder quelque chose, mettre les papiers pour brûler. Mais ça ne respecte même pas l'environnement parce que vous allez dégager le CO2. Et dans la nouvelle approche de la norme ISO 14001, on va tenir compte. Dans l'amendement 2026, on doit tenir compte du changement climatique. Voilà, donc c'est des choses même qui sont proscrites, mais beaucoup le font. Sinon, un incinérateur homologué coûte très cher et toutes les entreprises n'ont pas cette capacité-là pour le faire. Donc, d'autres entreprises vont venir le transporter pour l'envoyer dans les centres d'enfouissement technique. Alors, les enjeux contraintes, ça, c'est un bonus. Voilà, ceux qui veulent le lire, peuvent le lire. Comment traiter les déchets, par quelle voie? Par mesure anaérobique ou en présence d'oxygène ou anaérobique, aérobique en présence ou en absence d'oxygène. Ça, c'est si on veut produire le compost.
Donc, si vous êtes sur un site, par exemple, où la capacité d'accueil est énorme, au lieu encore même de vendre, de dépenser pour les déchets ménagers, vous allez mettre en place un système de compostage. Vous allez recruter des dames, des mamans, par exemple, vous allez les former, elles vont faire le compost, ou vendre encore, c'est l'argent encore qui rentre dans l'entreprise. Sinon, ce n'est pas forcément conseillé. Mais c'est si vous avez vraiment une très grande bâtisse, ça peut rentrer, par exemple, dans votre responsabilité, dans la responsabilité sociétale de votre entreprise et le mettre, par exemple, à disposition de la communauté villageoise. Pour montrer aussi que les déchets que vous produisez, voici comment vous arrivez à les valoriser pour que la population bénéficiaire donc, du projet arrive aussi à s'épanouir avec. Mais sinon, on arrive quand même à le transporter facilement. Donc ça, j'ai mis quelques... La méthanisation, c'est le système qu'on va passer aussi par méthode anaérobie pour pouvoir produire donc du gaz. Vous allez aller à Faso Biogaz, qui est à côté donc de Faso Biogaz, on appelle ça comme l'abattoir, voilà, à côté de l'abattoir Faso Biogaz. Ils utilisent les bouts de vidange, procèdent donc par la méthanisation pour pouvoir récupérer donc le gaz pour le vendre à la Sonabel en produisant donc de l'électricité. Donc ça aussi, c'est un business. Mais nous, à HSO, on n'est pas mené à pouvoir implémenter ces choses-là. Voilà. Mais c'est toujours bien quand même d'avoir donc des connaissances là-dessus. Ou la braquina, les bouts de vidange de la braquina, au lieu que la braquina, par exemple, paye une entreprise, eux, ils prennent ça parce que c'est leur business. Oui, ils prennent encore certaines choses aussi, par exemple, de l'abattoir. Voilà. Ils utilisent aussi pour pouvoir mettre dans les processus donc, de méthanisation. Donc, ces entreprises, vous pouvez aller les visiter. Ça fait encore un plus pour l'entreprise, que ce soit le centre d'enfouissement technique ou encore face au biogaz. C'est des choses que vous allez comprendre. Même en Côte d'Ivoire, dernièrement, j'ai vu, au Bénin, même au Burkina aussi, il y en a, où les gens ont compris qu'il y a des systèmes maintenant, au lieu que de recharger, par exemple, le gaz butane, vous produisez votre déchet, vous le mettez dans un trou, elle va fermenter, elle va fermenter. Le surnageant dans l'air là est conduit à travers donc, un fuit pour pouvoir produire donc un gaz que vous cuisinez avec ça. Et ce gaz-là est très purifié. Donc ça, c'est pour la lecture, par exemple. Donc le choix d'une filière de traitement de résidus, etc., le tri. Voilà, donc ça, le plus important déjà, c'est la formation du personnel parce que je dis, c'est un projet. Qui dit projet, c'est difficile de changer le comportement donc, des travailleurs. Donc, pour mettre en place un système de gestion des déchets, il faut faire ce qu'on appelle le diagnostic initial. Quand vous arrivez en tant qu'HSE dans un nouveau projet, soyez observateur. Observez les comportements. Que ce soit pour la santé, sécurité, la qualité, vous allez observer les pratiques. Vous allez voir, attention, donc c'est comme cela ils évoluent. Maintenant, qu'est-ce que moi je peux apporter pour changer? C'est de cette même manière qu'on pourra voir votre efficacité. Parce qu'au privé, qu'on le dise ou pas, la meilleure façon de dire au privé, c'est la compétence. Plus vous êtes compétent, plus on arrive à voir, c'est-à-dire quand monsieur, on voit que monsieur Samou n'est pas, on sent qu'il y a un problème. Même si on dit, par exemple, l'entreprise au bord financier, il faut diminuer la masse salariale, on ne peut pas l'enlever parce que c'est un élément qu'on ne peut pas remplacer. Même quand on dit tout le monde est remplaçable, tout le monde n'est pas remplaçable parce qu'on n'a pas les mêmes manières d'exécuter une tâche. Et donc, vous faites le diagnostic initial, vous allez observer, bon, ceux-là, ensuite, quand vous faites le diagnostic initial, bon, ceux-là, ils n'ont pas un système de gestion des déchets. Vous allez aller, par exemple, à DG, par exemple, qui s'occupe vous allez, ils vont vous dire les contacts. C'est l'entreprise que vous payez pour venir enlever vos déchets là. Par an, là, vous les payez combien? Par mois, vous les payez combien? Waouh, c'est beaucoup, hein? OK. Vous rentrez en fait dans vous-même, vos backgrounds, vous essayez de travailler, vous mettez en place un système. Donc, si nous, voici ce qu'on va vendre, voici ce qu'on va récupérer. Donc, au lieu d'éliminer à tel coût, voici le bénéfice. Et quand vous montez maintenant, vous montez un support PowerPoint, vous allez inviter maintenant une séance de travail avec le premier responsable pour le convaincre. Voici ce que vous faites avant. Voici ce que vous perdez. Voici ce que je propose à travers un système de gestion. Voici ce qu'on va gagner. Voici l'écart, le bénéfice. Une fois que vous arrivez à le convaincre, c'est fini. Il convoque une réunion pour dire désormais, le HSE fait si tout le monde est obligé donc d'accepter la procédure. Celui qui n'accepte pas, il va subir. Et tout le monde arrive à voir les bénéfices directs de ce que vous proposez. En environnement, c'est les déchets, on passe par là. Ensuite, vous allez regarder par exemple l'énergie fossile que vous utilisez parce que le courant de l'énergie fossile, c'est des choses qui vont s'épuiser à l'avenir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup vont vers des alternatives renouvelables
Vous allez demander quelles sont vos factures, comment vous payez votre électricité, par exemple, chaque année. Vous allez voir, OK, qu'est-ce que je peux proposer? Je vais faire des campagnes de sensibilisation pour la gestion même efficace donc, des ressources énergétiques, où on va investir dans les énergies renouvelables pour accompagner, parce que s'il y a des coupures, par exemple, ce n'est même pas au bénéfice de l'entreprise. Donc, on va investir dans les énergies renouvelables. Ensuite, on va former les travailleurs. Ceux qui descendent, il faut éteindre toute votre lumière. Ou on va recruter quelqu'un. Si on est dans une très grande bâtisse, chaque soir, ils vont me rentrer dans le bureau pour voir si les lumières ne sont pas éteintes. On va couper la climatisation, etc., etc. On arrive à voir que 2 mois, vous êtes là. Le coût de facture avant et pendant votre arrivée ont changé. On sait que vous êtes impactant. La même façon, vous allez faire aussi avec l'eau. Et c'est comme ça que vous arrivez à apporter un plus dans votre environnement. Et vous commencez à devenir important. Un HSE, en tout cas, que ce soit dans une petite, moyenne ou grande entreprise, qui arrive à proposer, apporter un changement, il devient un élément incontournable dans son milieu de travail. Donc, voici un peu ce qu'on devrait partager donc, par rapport à la gestion donc, des déchets. Est-ce qu'il y a des questions rapidement? Par rapport à l'exercice aussi, est-ce que d'autres ont pu travailler là-dessus? Si oui, ouvrez votre micro, partagez ce que vous avez fait et quel enseignement vous tirez donc de cet exemple. Sinon, il y a un deuxième module aussi qu'on doit voir rapidement. Question? Ou par rapport à l'exercice? Il faut qu'on propose. Parce qu'on est un peu pris par le temps. Par rapport à l'exercice, qu'est-ce que vous proposez? Ça a été fait ou sinon, qu'est-ce que vous proposez? Est-ce qu'on me reçoit? Si on me reçoit, merci de parler pour qu'on essaie de se comprendre pour évoluer. Pour l'exercice, quelqu'un a pu faire quelque chose? D'accord, donc on va poursuivre. Donc, pour ceux peut-être qui souhaitent le faire après, vous pouvez le faire soit pour les prochaines séances ou encore, voilà, pour ceux qui arrivent à tirer l'enseignement, soit inbox ou encore. Sinon, en présentiel, quand même, on l'a fait. Beaucoup l'ont compris. Donc, c'était dans cette même dynamique aussi que je voulais faire en ligne. Donc, on va poursuivre en attendant. Donc, on va poursuivre avec les nuisances en entreprise, notamment le bruit, poussière et odeur. Et quand on parle donc de nuisances, c'est tout ce qui peut représenter une gêne créée par l'homme, mais qui peut être moins dangereuse, mais qui affecte même la qualité de vie des travailleurs. Et donc, dans le monde professionnel, généralement, ce qui sort donc des nuisances, ça tourne autour donc du bruit, de la poussière donc, et de l'odeur. Donc, comme objectif, naturellement, ça sera donc d'identifier les principales nuisances en entreprise, comprendre leurs effets sur la santé ou encore même sur l'environnement, parce que certains déjà sont dans la limite entre la santé, sécurité et l'environnement, et comment appliquer les mesures de prévention et de protection, et comment intégrer une gestion efficace donc, des nuisances dans notre démarche HSE. Et donc, le bruit, on va commencer par le bruit. On avait vu que le bruit, on va le concevoir déjà comme un danger. Pourquoi un danger? Parce que c'est une menace
qui a un potentiel donc de pouvoir créer quoi? Des dommages. Lesquels dommages? On va le voir par la suite. Et comment nous, en tant que QHS, on arrive à pouvoir concevoir le bruit? Le bruit, lorsque le bruit se déroule dans l'enceinte de l'entreprise, par exemple, il affecte la santé des travailleurs. Il est considéré donc comme un danger qui peut créer donc des dommages vis-à-vis de la santé et sécurité. Donc, lorsque c'est dans l'enceinte de l'entreprise, le bruit est affecté à la santé et sécurité. Maintenant, à l'extérieur de l'enceinte de notre lieu de travail, l'effet de notre bruit sur l'environnement extérieur de notre lieu de travail représente un impact environnemental. Donc, voici comment on intègre le bruit dans notre gestion HSE. Dans l'enceinte de notre entreprise santé-sécurité, mais à l'externe, avec l'environnement, comme on a vu au départ, l'environnement avec toutes ses composantes, bien sûr, de départ, c'est-à-dire l'eau, l'air, le sol, la faune, la flore et l'homme lui-même et l'interaction. Donc, si vous arrivez par exemple dans une entreprise, on se plaint pour dire qu'au Kosovo, il y a le bruit, ça nous dérange. Ça va déranger les animaux, ça va déranger donc la faune, la flore, ça va déranger les personnes. Donc, on le considère en ce moment comme un impact environnemental. Et donc, pour la littérature, on va aller beaucoup plus vite parce que c'est des choses déjà connues. Donc, le bruit, c'est une perturbation mécanique de l'équilibre de l'air qui évolue à une vitesse de 340 mètres par seconde et qui a cette capacité-là même de pouvoir succéder même par des vibrations donc, de l'air et qui peuvent percer même le tympan de l'homme. Et le tympan de l'homme, c'est ce qu'on a dans notre oreille qui permet donc de transmettre l'information reçue au système nerveux afin qu'on puisse déjà entendre et concevoir donc tout ce qui tourne autour donc, du bruit. Alors, le bruit extérieur à l'habitation, c'est tout ce qui est comme trafic aérien, etc. Le bruit intérieur, qui n'a rien à voir avec notre manière donc de voir, par exemple, le bruit affecté à la santé et sécurité ou même donc à l'environnement. Avec la bande passante à l'oreille, par exemple, avec les valeurs limites déjà qu'on arrive donc à voir, qui vont définir donc notre domaine donc quoi? D'audibilité. Mais nous, ce qui nous importe le plus, on a fini par comprendre que le bruit, l'appareil qui permet donc de mesurer le bruit, c'est quoi? C'est le sonomètre. Et l'intensité de mesure du bruit, c'est quoi? C'est le décibel. Et donc, comment on arrive à gérer le bruit en entreprise? On commence déjà par la cartographie. Dans la cartographie qui répond à la réglementation qui nous impose en tant qu'employeur. Si on est HSE, c'est qu'on est le représentant de l'employeur dans notre domaine donc, de définition. Et donc, dans cet état de fait-là, on va identifier tous les dangers et les risques auxquels nos travailleurs sont exposés. Et donc, on va aller regarder toutes les machines qui sont bruyantes, qui font du bruit et se référer donc aux directives nationales et internationales. En matière de QHSE, on se réfère toujours à ce que la réglementation locale dit. Mais quand on prend le Code de l'environnement, on n'a aucun décret, article ou loi qui statue sur un niveau concernant le bruit au niveau local. Non. La seule chose qui est là, la réglementation locale, notamment dans le Code de l'environnement, on nous parle beaucoup plus de quoi? Des nuisances sonores, où on nous dit à une certaine heure d'éviter donc de gêner notre entourage, notamment à travers les byways. Mais il n'y a pas de valeur seuil. Et comme c'est comme cela, on va se référer toujours aux directives donc, de l'OMS, qui est l'Organisation mondiale de la santé. Qu'est-ce que l'OMS dit après ces études? L'OMS dit qu'environ 1,1 milliard de travailleurs sont exposés à une perte d'audition progressive pendant et après donc, leur lieu de travail. Tout simplement parce qu'ils sont exposés donc, au bruit. Et donc, l'OMS dit, sur 8 heures de temps de travail, parce qu'on sait que dans la réglementation, 8 heures, 40 heures par semaine, lorsqu'un travail est exposé à 8 heures de temps de travail, dans un environnement bruyant, où l'intensité du bruit tourne autour de 70 décibels, sur 8 heures de travail, elle peut avoir donc des effets sur la santé donc, du travailleur. Et donc, il y a la mesure qu'on fait sur 8 heures de travail, il y a le pic. Le pic, elle parle donc de 110 décibels. Le pic, c'est quoi? Vous êtes assis et on met une musique de façon brusque. Et donc, la valeur pic qui va signaler, une fois que ça dépasse 170 décibels, ça peut avoir une capacité même de pouvoir percer votre tympan. Et donc, on tient toujours compte du pic et des valeurs enregistrées donc, sur 8 heures de travail.
Et donc, nous, on va aller dans les équipements bruyants, on va identifier les équipements qui sont bruyants à l'entreprise. On va mesurer donc avec notre sonomètre pour voir est-ce que ça dépasse ce que la réglementation dit, la directive de l'OMS, 70 décibels. Si c'est 70 décibels, on va faire des marquages, informer les travailleurs. Ici, là, le niveau de bruit est élevé, ça dépasse 70 décibels pour donc des équipements obligatoires. Et les équipements pour se protéger, on va commencer par des mesures collectives parce que le principe de prévention nous dit de mettre l'accent sur les protections collectives sans toutefois négliger l'individu. Collectivement, on va passer par le principe d'atténuation. Les petits appareils bruyants, on va les confiner. Vous allez voir dans les laboratoires, si on a un mini broyeur, etc., on a des équipements qui font du bruit. On va vitrer le laboratoire pour que le bruit là soit contenu dans le laboratoire pour éviter que toutes les autres personnes qui sont à l'extérieur du laboratoire ne soient exposées. En ce moment, on va revenir les gros équipements qu'on n'arrive pas à confiner. Il y a des insonorisants aujourd'hui qui sont là, qu'on met à un certain niveau pour pouvoir capter le bruit. À défaut de ça, on est obligé donc de travailler avec donc quoi, les équipements de protection individuelle, notamment le casque et quoi, les bouchons d'oreille, qui, en les portant, réduisent l'intensité de bruit donc de 20 décibels. Donc, voici comment on le fait en entreprise. On identifie les zones bruyantes, on mesure et on informe les gens. Zone de bruit élevée, port de casque obligatoire. Zone de bruit, on va mesurer si c'est 40 décibels. On va dire que la zone de bruit, par exemple, est moyenne, ça peut aller. Ce n'est pas obligatoire, par exemple, de porter les bouchons d'oreille. Ici, on arrive à voir, par exemple, l'avion au décollage, on est à 130 décibels, qui dépasse la réglementation. C'est pour cela que vous allez voir ceux-là qui guident les avions aujourd'hui portent toujours des casques. Parce que s'ils sont exposés sur 8 heures, ils seront en perte progressive donc, de leur audition. Les marteaux-piqueurs qu'on utilise en entreprise, 120 décibels, c'est élevé au-dessus du seuil. Au concert, aux discothèques, on est à 110 décibels. Les baladeurs, etc., etc. Voici quelques inventer donc des équipements avec donc leur valeur. Mais les valeurs seuil, c'est 70 décibels. C'est ce que l'OMS nous dit. Mais vous allez voir, d'autres passent autour de 85 décibels. Mais c'est toujours bon. Parce que je dis toujours que si l'objectif pour nous, c'est 85 décibels, revenons à 70 décibels. Pour que même si on dépasse 70 décibels, on est toujours à 80, on est toujours donc dans la valeur seuil. Alors, les risques engendrés par le bruit, lorsque on est toujours vous allez voir dans le traumatisme acoustique, les fatigues auditives, la surdité professionnelle même due au bruit, ou les travailleurs même lorsqu'ils rentrent chez eux, par exemple, ils vont entendre des sifflements toujours dans l'oreille. Ils sont là, mais ils entendent toujours donc quoi? Des sifflements. Et donc, s'ils doivent mieux se reposer, naturellement, ça aura donc des répercussions même sur leur qualité même le lendemain. Le bruit va entraîner aussi de la nervosité. Ça va jouer donc sur quoi? Sur les maladies cardiovasculaires. Donc, on a beaucoup donc d'effets sur la santé. Donc, c'est un danger qu'on ne voit pas directement, mais qui altère la santé des travailleurs. Et donc, une fois que c'est fait, on va passer maintenant par des actions maintenant de sensibilisation des travail. Un, à travers le marquage pour les informer et deux, par des actions donc, de sensibilisation. Et voici comment l'étiquetage est fait. Vous allez voir, c'est ce que je disais, on passe par les zones bruyantes, on mesure le bruit. Ici, par exemple, au laboratoire, on les informe, il faut informer. Parce que quand les auditeurs viennent, le travailleur peut dire qu'il n'est pas informé. Donc, il faut toujours marquer pour qu'ils soient informés à travers des signalétiques. On a mesuré ici la zone de bruit, c'est 74,9 décibels. Donc, la zone de bruit est élevée, protection auditive obligatoire avec l'insigne bleu. Donc, chaque jour qu'on vient, celui qui n'est pas en casque, c'est parce qu'il n'a pas respecté la réglementation. Et donc, si on lui demande, il ne peut pas dire qu'il n'a pas vu. Voici la consigne qui est mise. Donc, dans toutes les zones, on va voir ici, par exemple, zone de bruit moins élevée parce que la mesure a été faite dans cet environnement-là, on est à moins 70 décibels, par exemple. Donc, voici un peu comment on arrive à le concevoir, comment on arrive à gérer le bruit. On va commencer donc par les méthodes collectives et ensuite, maintenant, si ça ne peut pas, on va revenir donc par la méthode individuelle avec donc le bouchon et le port donc du casque auditif. Et on sait généralement que quand on le porte, on réduit l'intensité donc du bruit de combien de décibels? De 20 décibels. Le bruit, c'est la poussière. La poussière aussi, elle altère la qualité donc de l'air.
Et donc, c'est le deuxième indicateur généralement qui est consigné dans le suivi et la surveillance environnementale qu'on avait vu dans le PGS. Vous allez promettre par rapport à notre bruit, le bruit de notre activité sur l'environnement où on va aller là. Voici, avant qu'on arrive, ils étaient à 50 décibels, ils étaient dans un environnement paisible. Mais une fois que nous on a implanté notre industrie, on sera à 100 décibels. Donc, voici des engagements qu'on va prendre pour que le niveau de bruit là ne les dérange pas. Par rapport à la poussière, les nuisances, voici l'engagement aussi qu'on va prendre pour éviter que la poussière ne les dérange. Par rapport aux odeurs, pareil. Donc, plus précisément pour la poussière, on parle donc des particules fines. D'autres vont parler donc des PM qu'on va appeler particules méteurs. Et donc, généralement, vous allez voir que c'est en fonction donc de la granulométrie donc de la particule que nous, on adapte donc l'équipement de protection individuelle. Vous allez porter un cache-nez. Vous arrivez dans un certain quartier, par exemple, ça va, vous ne sentez pas la poussière. Mais dans d'autres quartiers, vous allez voir que même à l'intérieur du masque, il y a la poussière, tout simplement parce que les granulométries ne sont pas pareilles. Les petites granulométries ont cette capacité-là de traverser les pores même du masque. Par contre, les grosses granulométries, ils ne peuvent pas traverser, donc ils vont rester au-dessus. En ce moment, le cache-nez a toute son efficacité. Et donc, vous allez voir qu'en entreprise, c'est ce qu'on fait. On fait des campagnes de mesure des particules donc de poussière. Et on nous dit qu'il y a des PM1, c'est-à-dire la granulométrie là, dépasse donc 1 microgramme. Ensuite, on a les PM2, les PM3, les PM4, les PM2.5 et les PM10. Les PM10, ce sont les PM10, où la granulométrie va dépasser donc les 10 microgrammes. Et on a les TSP, qui est le total particules en suspension. Donc, lui qui prend en compte donc toutes les particules donc, qui se retrouvent donc, dans l'air qui vont affecter la qualité donc, de l'air. Et donc, on va faire donc des mesures à travers donc, des appareils. Sur notre site, dans l'enceinte de notre travail, pour voir la qualité de l'air donc, de nos travailleurs. Quel est l'air qui respire, les poussières qui respirent. Et les poussières peuvent s'apparenter d'un milieu à l'autre. Dans le BTP, la construction des routes, c'est la poussière de dehors. En cimenterie, il y a la poussière même encore du ciment qui rentre en ligne de compte. Et donc, dans les campagnes de mesure, il y a cet appareil-là qu'on utilise, qu'on appelle l'émettrice, qui travaille par granulométrie. Et donc, nous, dans nos campagnes de mesure, j'avais dit que ce soit le bruit, la poussière, on fait des campagnes de mesure. Vous définissez des points de mesure dans le site, en fonction, par exemple, des zones des bureaux où vous mangez, pour voir, en fonction des zones, quel est votre niveau d'exposition par rapport à la poussière, par rapport au bruit. Et donc, vous partez encore en dehors du site parce que vous avez pris des engagements dans votre PGS. Vous avez dit que vous allez mesurer parce que la population environnementale va aller se plaindre. Vos ciments là nous dérangent. Votre poussière que vous générez, ça nous dérange. Donc, il faut prendre des mesures, garder des preuves pour que quand l'inspection environnementale arrive, vous allez dire, ah, nous, on fait nos campagnes de mesures. Voici ce que la réglementation dit par rapport au seuil, aux valeurs limites des particules de poussière. Voici nos mesures. Nous sommes en phase avec ces valeurs-là. Donc, vous n'allez pas payer, par exemple, des amendes. Donc, vous prenez des points stratégiques en fonction des zones d'habitation. Chez nous, par exemple, on a jusqu'à 11 points de mesure, 7 points sur nos sites et 4 autres points aux alentours. Et à travers, maintenant, on fait une communication avec le RSE, qui est la responsabilité sociétale dans les entreprises, qui fait le pont entre les personnes villageoises et l'entreprise. Quand il y a la poussière, ils viennent nous dire, ah, il y a la poussière, on essaie donc de trouver des solutions. Ou dans les plans même de réinstallation, on travaille maintenant à payer d'autres parcelles pour eux pour les réinstaller. Pour ceux, par exemple, qui sont très affectés. Et donc, pour le M-Matrix, comment il fonctionne? Il fonctionne comme un poumon humain. Vous voyez la tête, qui est le cône. On va mettre des filtres à l'intérieur de la tête. On va mesurer le poids à vide de ces filtres-là, venir exposer sur une exposition donc, de 24 heures. Ensuite, on va aller mesurer au laboratoire maintenant pour voir réellement quelle est la quantité de poussière qu'on retrouve sur les filtres. Mesurer leur poids maintenant et ensuite maintenant faire la différence. Donc, vous allez voir par exemple la réglementation qui encadre, qui impose même de pouvoir faire ces mesures-là. On a les normes de REG en eau et en air. Donc, directive 2001. Donc là, c'est une réglementation locale donc, qui oblige.
Donc, voici les normes de qualité de lait en bien sont fixées conformément au tableau suivant. J'espère que tout le monde voit ce qui est projeté. Est-ce que tout le monde voit ce qui est projeté? Merci, monsieur Sanou. Et donc, vous allez voir, par exemple, quand on parle de qualité de l'air, aujourd'hui, on est en train de parler des particules de poussière. Sinon, il y a des gaz de l'environnement aussi qui sont là. Mais nous, on va voir les particules. Voici les valeurs limites. On a 200 à 300 quoi, microgrammes par mètre cube sur une moyenne de 24 heures, une journée. Voici les valeurs que la réglementation dit. Et donc, on va les mesurer aussi avec notre appareil. Si vous n'avez pas d'appareil, il y a des entreprises qui font ces mesures-là, où vous allez appeler, par exemple, le laboratoire national, voilà, de l'ozone. Eux aussi peuvent venir faire ça pour vous. Chez nous, nous-mêmes, on le fait. Donc, voici les filtres-là, comment les filtres-là sont. Ils sont en état propre d'abord. On va prendre leur poids à vide. Ensuite, on va aller l'exposer sur 24 heures, comme ce que vous voyez là. Il y a la poussière dessus. On va le mettre dans le dessiccateur pour aspirer toute l'humidité. Ensuite, prendre le poids final. Et ensuite, maintenant, faire la différence avec un logiciel pour extraire les données. Donc, voici comment ça se fait avec pour l'apaiser. Ensuite, voici tous les points de mesure déjà qu'on arrive à faire avec les différents paramètres qu'on veut, que ce soit les PM2.5, les PM1 ou les TSP. Mais nous concernons, on a travaillé cette année avec les TSP et les PM2.5. Et une fois que pour la poussière, c'est bon, ça c'était un peu pour vous expliquer comment ça se passe. Dans nos minutes de sécurité, sensibilisation, on va sensibiliser les gens sur ces nuisances-là. Le bruit, la poussière, montrer aux travailleurs qu'est-ce qui est fait à notre niveau. Parce que l'État nous oblige à identifier les dangers, mettre en place des actions, passer par des actions de sensibilisation, d'information aux travailleurs pour les informer sur les risques auxquels ils sont exposés et les mesures que vous-même vous avez proposées. Donc, dans le toolbox, on va les parler du bruit avec le sonomètre qui est là. Et ensuite, maintenant, les expliquer qu'est-ce qui est mis donc, pour contribuer donc, à créer un environnement de travail sain. Pour les odeurs aussi, c'est la gestion donc, des poubelles. On va essayer de travailler donc, là-dessus. Donc, voici un peu comment on arrive à gérer ces nuisances en environnement, surtout en entreprise. Ici, j'ai mis cette photo de cet équipement qui est le multimètre. Multi parce que en lui seul, il a le sonomètre qui est là, il a le luxmètre qui permet de mesurer l'intensité donc du bruit, il a le thermomètre et aussi l'indicateur donc du vent. Lui, il n'est pas forcément environnement, mais il suit aussi la réglementation en matière d'hygiène, où on avait vu les valeurs limites pour le niveau d'éclairage. Donc, pour mesurer le niveau d'éclairage, on va dans les postes de travail où les travailleurs même ils sont. On va mesurer le bruit où ils sont exposés chaque jour dans leur bureau. Le niveau d'éclairage aussi, on va voir. Au bureau, par exemple, on parle de 300 à 500 lux. Si on voit que, par exemple, tel bureau, sur son lieu de travail, par exemple, il dépasse ce que la réglementation dit, on va mener des corrections. Donc, soit on va diminuer les spots, soit on va investir dans des LED. Le bruit aussi, si c'est beaucoup plus élevé par rapport aux 70 décibels, soit on va vitrer, on va mettre des rideaux, etc., etc. On va proposer donc à créer cet environnement de travail sain. Et donc, pour le suivi aussi de la qualité de l'eau aussi, là aussi, c'est relatif à notre engagement dans notre PGS. L'équipement que vous voyez ici, c'est le chlorimètre. Donc, d'autres vont parler donc de chlorimètre qu'on utilise pour la qualité de l'eau. Dans un projet ou encore dans votre entreprise, si vous avez fait des fourrages, l'État vous oblige d'analyser la qualité de l'eau. Vous oblige à mesurer la qualité de l'eau de votre fourrage. Parce qu'il y a des normes donc de rejet d'eau, les normes par rapport aux eaux. Et tout dépend de ce que vous allez en faire de fourrage. Est-ce que l'eau là vous allez boire? Est-ce que l'eau là c'est pour se baigner? Est-ce que l'eau là c'est pour cultiver? En fonction de l'usage que vous allez en faire, il y a des paramètres qu'on doit rechercher pour l'analyse. Et pour ce faire, vous allez aller au laboratoire national de santé publique, aujourd'hui appelé Anciatre. Vous allez leur dire, j'ai fait un fourrage, j'ai mis à la disposition par exemple des villageois. Ils vont le boire, ils vont vous dire, OK, voici les paramètres qu'on doit pouvoir rechercher. Tel paramètre fait tel prix, tel prix, tel prix, tel prix. Vous allez les payer la facture, ils viendront faire la mesure chez vous. Maintenant, la réglementation aussi dit qu'il faut faire des mesures de façon fréquente aussi. Là, vous-même, vous pouvez acheter l'appareil pour pouvoir faire ces mesures-là.
Toujours est-il que si on a amené à utiliser des équipements, j'insiste là-dessus, il faut toujours penser à l'étalonnage de l'équipement. Parce que ce sont des valeurs qu'on veut avoir par la fin. Si ces valeurs-là nous induisent en erreur et que, par exemple, on arrive à finir par voir que la population a bu l'eau, ils viennent se plaindre qu'ils ont des problèmes de santé, c'est vous qui allez assumer tout. Donc, il est toujours bon donc, de pouvoir faire toujours des analyses avec donc, des équipements qui sont étalonnés. Et aussi, une chose qui est importante, souvent, vous pouvez dire que vous faites pour aider l'entreprise. Il faut toujours chercher à vous protéger en demandant donc une habilitation. Il faudrait que l'entreprise même fasse un document qui vous autorise à pouvoir faire donc ces mesures-là. Et donc, voici, nous sommes au thème donc, de ce module, gestion, typologie et gestion des déchets et les nuisances en entreprise. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Questions par rapport à la typologie? Donc ici, par exemple, ce sont des paramètres par rapport à l'analyse des eaux de forage par le laboratoire. Donc, c'est des choses aussi qui sont coûteuses, mais où l'entreprise a obligation. Donc, elle va regarder les paramètres. Voilà, si c'est pour l'eau pour boire, on va rechercher les métaux lourds, la présence de métaux lourds. Voilà, voici les paramètres qui sont là. Et chaque paramètre a son prix. Et quand c'est bon, elle vous propose une facture globale. Vous payez et puis ils viennent vous le faire. Des questions? Est-ce qu'il y a des questions? On va prendre des réactions. Est-ce qu'on a compris le module d'aujourd'hui? Est-ce que ça a répondu quand même à vos attentes de départ? Sinon, avec ce module, on boucle l'environnement. Voilà, on boucle l'environnement. Donc, est-ce qu'il y a des questions, il y a des inquiétudes? C'est toujours bon de participer. Voilà, nous aussi, ça nous permet vraiment de voir est-ce que nos objectifs aussi en tant que formateurs sont atteints. Sinon, si on reste dans cette dynamique de qui dit rien consent, ce n'est pas toujours évident. Voilà, donc souvent, c'est important vraiment d'ouvrir le micro et de parler. Donc, comme information, je pense que l'information a été déjà donnée au départ. Voilà, pour l'instant, Monsieur Sawadogo est sur le site de Houndé. Les autres CV ont été envoyés aux recruteurs. On attend déjà leur retour. Pour Monsieur Sawadogo, il pourra poursuivre voilà, la chaîne donc, de recrutement, faire l'induction, etc. et commencer le plus tôt possible. La nouvelle de Monsieur Zongo aussi qui avait fait l'accident, il se porte bien. Il est rentré à la maison maintenant pour les dernières retouches. Et s'il plaît à Dieu, il pourra reprendre donc, son service très rapidement. La sortie est prévue pour le dimanche 8, samedi 7, on fera le secourisme. Donc, tous ceux-là qui veulent participer aussi, c'est la bienvenue. Donc, pour l'instant, voici quelques informations. Monsieur Nikema aussi rentre ce mardi. Donc, à partir de ce mardi, il sera fréquemment au bureau. Pour tous ceux qui veulent le voir, ils peuvent aussi passer. Sinon, à côté de ça, les numéros sont toujours ouverts. En cas de besoin, n'hésitez pas. C'est vrai que nous tirons vers la fin. Mais ce n'est pas forcément la fin parce que même après, le groupe va continuer. Et puis bon, la suite aussi se fera. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des questions, il y a des ajouts, il y a des suggestions? Par rapport aussi à l'exercice, est-ce que d'autres ont pu tirer l'enseignement? Est-ce qu'on me reçoit? D'accord, donc s'il n'y a pas de questions, voilà, j'espère que le cours quand même a répondu à beaucoup donc, de vos questions. Les numéros sont toujours ouverts pour ceux qui feront l'exercice, que ce soit en inbox ou encore, ils peuvent le transmettre. C'est vrai qu'en cours de semaine, c'est compliqué, voilà, parce que on a aussi d'autres occupations professionnelles.
mais on fait quand même souvent l'effort. S'il n'y a pas d'oubli, on fait l'effort aussi donc de toujours revenir. Voilà, donc si pour ceux qui l'auront fait, ils peuvent passer en inbox. Sinon, pour la prochaine séance déjà, on pourra vraiment revenir là-dessus. Donc, c'est des choses qui sont très, très importantes. Donc, je vais vous remercier de votre présence. Voilà, donc bon dimanche à vous. Bon début de semaine surtout. Prenez soin de vous. Et puis, bon, la santé, sécurité toujours. Donc, bonsoir particulier aussi à M. Kouassi depuis la Côte d'Ivoire qui nous suit. J'espère que vous allez bien là-bas, M. Kouassi. On va échanger aussi là-bas. M. Kouassi, vous n'avez pas entendu? Oui, j'ai dit, je vais faire l'exercice et puis je vais vous envoyer à inbox. Il n'y a pas de souci. Merci, merci, M. Kouassi. Merci. Donc, pour les prochains cours, c'est ce qu'on remarque toujours. Donc, plus on finit, il y a moins d'intérêt. Donc, pour laquelle on met l'accent là-dessus. Donc, faites l'effort vraiment de suivre parce que les prochaines cours, on va parler de l'analyse et de l'enquête, des statistiques et des normes ISO. Les normes ISO, ce sont des points vraiment qui sont très, très importants. Voilà. Donc, sur ce, vraiment, bonne soirée à vous et puis bon début de semaine. Merci et bonne journée à tous. Merci. Merci à vous.